Salut, c'est Yog, bienvenue au Buena Partida Podcast Club de l'association Buena Partida Social Club à Toulouse. On est tous ensemble réunis pour parler de jeux de société et de choses qui nous plaisent. Au sommaire de l'émission, on parlera du Festival international du jeu à Cannes qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 semaines. On jouera à Top 10 et on tentera de répondre à la question suivante. Quand devient-on joueur ? Et pour en parler ce soir autour de la table, il y a Simon. Bonsoir Simon. Salut Yog. Notre cher président Boris. Bonsoir à tous. Mes hommages Boris. Waimi est avec nous ce soir. Bonsoir Yog. Et il y a Lou. Salut Lou. Bonsoir, bonjour, c'est suivant. Bonsoir Émilie. Salut Yog. Bonsoir Jules. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Emeline. Salut. Bon, président d'honneur oblige, je vais te demander Boris, à quoi as-tu joué récemment ? À quoi j'ai joué récemment ? Alors hier soir j'ai joué à Ion's End. Qu'on ne présente plus. Voilà. Exactement. C'était génial. C'était formidable. Tu n'avais jamais joué avant ? Ah si, bien sûr. Mais c'était le dernier jeu auquel j'ai joué puisque c'était hier soir et évidemment on a perdu. Et c'était quelle méchanceté ? Alors je me rappelle plus de son nom, c'était une araignée qui avait des boucliers sur elle et qui a fait un... C'est la reine Carapace. C'est pas la reine Carapace puisqu'il fait un rituel et il se transforme, c'est une extension. Ah d'accord, c'est une des 2 extensions qui est sortie récemment. Voilà. Et c'était génial donc. Oui, c'était super bien. Waimi, à quoi as-tu joué récemment ? Moi j'ai toujours beaucoup joué à The Crew encore depuis la dernière fois. J'ai même commencé une vraie campagne avec une équipe dont on se dit qu'on va se réunir de temps en temps pour faire toutes les étapes et numéroter combien d'essais on va faire. Dans la série campagne, j'ai aussi commencé une campagne de Seigneur des Anneaux, Voyage dans les Terres du Milieu. Ok. Jeu de figurines à étapes, à scénario, coopératif avec une appli. On a fait 2 sessions, on a déjà fait 8 scénars en 2 sessions, donc on a bien avancé, ça va. Notre dernier adversaire était Uluc le troll, le fameux troll Uluc. Ça nous a bien fait marrer aussi. Ça nous a pourri la tête toute la soirée. Ouais, un peu, c'est vrai. Est-ce qu'il vit dans un trou ? Bah oui. Le troll Uluc, c'est possible. Et pour terminer, on a aussi passé la 2e boîte de Escape Room le jeu. D'accord. Avec ce qui est donc une série d'Escape Room. Tu t'installes chez toi ? Non. En fait, tu as une boîte plastique dans laquelle tu vas insérer des clés plastiques, des clés qui ont différentes formes et qui ont dessus différentes informations comme un chiffre romain, une lettre, des formes, etc. Et chaque aventure se place en 3 petites enveloppes. Tu ouvres la première enveloppe qui va te donner des éléments que tu vas analyser pour trouver une combinaison de 4 clés que tu vas mettre dans la boîte. Ok. Et si c'est la bonne combinaison, tu as une petite musique de la victoire qui dit de passer à l'enveloppe numéro 2. Sinon, tu as un gros et qui te dit t'as perdu 1 minute, continue. Voilà, et donc le jeu original est sorti il y a quelques années, il y a eu pas mal d'extensions qui ont été faites, et il y a une 2e grosse boîte qui est sortie apparemment assez récemment. Et toi qui as fait 1 milliard d'escape room, celle-là elle est bien ? Celle-là, j'aime bien. Alors, il y a souvent un moment faible dans chaque aventure, mais après Unlock, c'est un de mes jeux de société d'escape room préférés. Et ça dure combien de temps ? Eh ben, ça dure 1 heure, t'as 1 heure, le compteur dure 1 heure. Alors si tu dépasses, tu vois le compteur qui marche dans l'autre sens. Tu n'auras jamais la petite musique finale de la victoire après la 3e enveloppe, mais tu peux toujours continuer. D'accord. Emeline, à quoi as-tu joué récemment ? Alors hier j'ai fait une partie de Chronicles of Crimes avec ma mère et ma tante. Et elles ont trop adoré. On a tout juste commencé la première campagne. Ça c'est vrai que pour les non-joueurs c'est super. Alors pour c'est les... des joueuses, hein. Je précise, c'est des bonnes joueuses. Bon, mais on n'a pas les mêmes tantes alors. C'est ça, non. On n'a pas la même famille. C'est bonne joueuse et on a fait aussi on a débuté la campagne de It's a Wonderful World. D'accord. Tu vois, quand je dis que c'est des joueuses, on joue bien. D'accord. Ça vaut quoi la campagne ? Alors j'ai fait que le premier et pour l'instant il n'y a pas grand chose en vrai, c'est vraiment juste, ça t'apporte un petit twist où à la phase de production tu peux changer une production pour une autre source. Ok. Donc ça te fait encore plus mal à la tête en fait. Mais c'est ça sympa. reste très fou. Ça se joue en 5 parties, c'est ça la campagne ? Oui, je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6. D'accord. Je me suis pas spoilé encore le reste. Bon, tu me diras si ça vaut le coup. Voilà. D'accord, et toi Jules, à quoi tu as joué ? C'est pour ça que j'étais curieux de ce que racontait Emeline. J'ai joué à It's a Wonderful World ce week-end. Avec, alors j'ai fait une expérience tout le temps marrante. J'ai joué avec Raoul, on a joué à 2 au mode solo. Alors faut dire aux gens que Raoul c'est ton pardon. fils. C'est un peu plus intéressant. Donc j'ai joué avec mon fils. Je voulais lui montrer. Il a quel âge ? Il a 7 ans. Et tu l'as appelé Raoul. D'accord. De toute façon, il est cool, donc ça va bien marcher. Quel est son groupe sanguin ? Et comme j'étais curieux de lui montrer
montrer ce jeu. Je pense que c'est plus marrant de se faire le mode solo à deux. De toute façon, lui, il aime découvrir, pas se faire rétamer parce que ça le dépasse. Donc c'était cool de le faire à deux et ça change un peu les règles. Ce mode solo, il est bien foutu. C'est bien parce qu'en fait, au début, tu fais n'importe quoi et t'apprends très vite le jeu en milieu de partie. Donc c'était un bon format. Ouais. Ok, très bien. Simon, dis-moi, quoi tu joues récemment? Moi, j'ai joué à 50 missions. C'est un tout petit jeu dans une boîte rouge que va éditer Oya, qui sont les mêmes gens qui font The Game et ce genre de trucs là. Je vois déjà que ça fronce des sourcils là-bas au la table. C'est lourd ça. On me laisse dire du bien de 50 missions. Non mais alors, j'y ai joué au Buena avec des collègues, des amis. On était là. Sympa. Ouais, plus soi. Ouais. Et on a joué au mode où tu joues chacun son tour. C'est coopératif, tu poses des cartes, c'est une sorte de rami, t'essaies de faire des missions. Voilà. Et après, on y a joué en mode jeu de rapidité. Et c'était carrément toujours aussi cool. Et le week-end qui suivait, j'étais avec ma mère et mon neveu. Donc il y avait bien... Sur des gros joueurs. Là, c'est pas la tandem line. Il y avait bien 50 ans d'écart entre les deux. Mais ça marchait terriblement bien. Cool. Parce que eux, d'habitude, ils jouent au Uno. Et je leur ai ramené ça. Tu leur as vendu que c'était un Uno coopératif. Ah là, c'est le pitch de Rachel. C'est un Uno coopératif, pas du tout. C'est un Rami coopératif. Mais on en a fait 3 parties d'affilée. Allez, faut aller au lit maintenant, tu vois. Non, ça marche trop bien. Et donc t'as fait le mode calme ou le mode agité? J'ai fait le mode calme déjà. D'accord. Déjà le mode calme, ma mère trouvait ça très agité. Parce que nous, on avait pris franchement plus de plaisir en temps réel où chacun joue quand il pense qu'il faut jouer. Et tu vois, c'est ça où c'est rigolo de jouer avec d'autres gens, parce que je m'étais dit, effectivement, je ne jouerai plus qu'au mode rapidité, c'est vachement plus drôle. Et le fait d'y avoir joué avec ma mère m'a fait dire, non, en fait, cet autre mode de jeu-là, il se défend, en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe aussi. Et alors, t'as atteint les 50 missions? Non, mais pas du tout. Alors, le but, c'est quand même d'arriver à 25, puis d'arriver à 50, parce que si t'arrives pas à 25, t'as pas le droit d'aller à 50. On a fait 24, mais à la fin, on a refait, et on a fait 24. Voilà. Pas mal. Mais on est d'accord, et qu'est-ce que t'es addictif? T'as envie d'y aller jusqu'à y arriver en fait. Et oui, si mon neveu il avait pas 9 ans et qu'il fallait qu'il aille au lit à 22h30, franchement on aurait peut-être pu arriver à 25. Est-ce que ta mère y joue en cachette? J'ai la caméra, il y a un trop mauvais débit pour la caméra de surveillance, j'arrive pas à voir exactement tout ce qu'elle fait. Et ça c'est 50 missions alors? Ouais. 50 missions. On va t'y faire jouer. Ok. Oui, de toute façon la France entière va y jouer bientôt à 50 D'accord, missions. je n'en doute pas. Émilie, à quoi as-tu joué récemment? Moi j'ai joué à Similo récemment. Similo, puis il y a la version Mythe là qui vient de sortir, alors mythologie grecque. Ah ça y est, c'est en boutique? Ouais, c'est en boutique, c'est sorti. C'est un peu dommage que ce soit que de la mythologie grecque et qu'il n'y ait pas d'autres mythologies. Okay. Alors c'est pas sorti en fait. Le passe-temps nous a prêté une boîte pour qu'on puisse y jouer. Donc c'est pour ça qu'on l'a eu un peu, qu'on a pu y jouer un peu en avance. Il y a eu 2-3 jours de retard. Voilà. Bon, on dira rien, vous gardez le secret. Quand le podcast sera sorti, et du coup vous avez joué à la version Mythe. Oui, on a joué à la version Mythe. Et, donc le principe rapidement du jeu, c'est il y a 12 personnages, voilà, 12 héros ou dieux des mythes. Donc c'est grec. Ouais, et il y a une personne qui en a un à nous faire deviner et qui va mettre une carte sur la table en disant ça ressemble à cette personne-là ou ça n'y ressemble pas du tout. C'est un jeu coopératif et on va devoir d'abord éliminer une carte, puis après 2, puis 3, 4 et à la fin en garder qu'un. Et ça marche super bien et ce qui est rigolo c'est que comme il y a plusieurs versions du jeu, c'est d'arriver à faire deviner par exemple des personnages de mythes avec des personnages de fables ou l'inverse. Et ça c'est assez rigolo à faire. Mais alors du coup la version mythe, parce que nous on l'a reçu, on a parcouru les cartes, ça avait l'air chaud de chaud quand même. Hein. Alors je vais te faire deviner, ça ressemble à Charon. Oh la vache. Et ça ne ressemble pas à Hélène. Ouais, horrible. Et du coup vous en êtes sortis? À peu près, oui. Alors après, ça se base un peu sur qui sont les personnages, sur c'est vaguement les mêmes couleurs, la même coiffure, enfin on se débrouille comme on peut. Quand tu galères, tu prends du plaisir à en faire plusieurs jusqu'à réussir à... Mais ce qui est rigolo, c'est que, oui, c'est ça, c'est de réessayer. Et puis comme c'est un coopératif où tout le monde y va de sa petite théorie, mais si, c'est ça, parce que si, l'autre il dit, mais pas du tout, ça ressemble plutôt à ça. Et donc il y a des débats autour de la table et c'est ça qui est rigolo. Il y avait quelles autres versions qui existaient avant la version Mythe, à votre connaissance? C'est la première version? Il y a la version Fable et j'ai besoin d'aide pour l'autre. Les personnages historiques. Ah, les personnages historiques, merci. C'est un des rares coopératifs où je trouve qu'on prend du plaisir, même quand on gagne. Souvent, un coopératif, t'as envie de galérer en groupe et de enfin un jour y arriver. Et là,
c'est tellement, je sais pas, il y a une sorte d'alchimie. Quand on a gagné la partie, on se rend compte que avec cette équation absurde, on a réussi tous ensemble à faire ça. C'est un plaisir parce qu'on a fait quelques parties au Buena, on gagne souvent, mais c'est un plaisir à chaque fois. Donc ça m'a surpris. Oui, puis ce qui est rigolo, c'est que c'est très facile pour entrer dans la partie. Il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles aux gens. Il suffit qu'il y ait la personne qui les connaisse, qui fasse celui qui doit faire deviner, puis ça s'apprend sur le tas. Puis moi, je trouve les cartes jolies, en fait. C'est Nayad qui a fait les illustrations. Ah d'accord. Ah c'est pour ça, alors. Mais j'avais pas vu. Ouais, Il moi, a bien travaillé. Je prends un grand plaisir en ce moment au magasin à aller voir les gens dire hey, vous voulez que je vous fasse jouer un truc qui est pas sorti, je vous montre. Et ça s'explique même pas, tu mets des cartes, tu dis vas-y, virez des gens, il faut qu'il reste que le mien, quoi. Et je fais jouer plein de gens, des enfants, des adultes, ça marche dans tous les cas. Quand tu fais jouer des enfants, eux ils vont jouer à qui est-ce. C'est-à-dire que ils vont dire ça ressemble monsieur qui a un chapeau. Il a pas une moustache. Parce qu'il a pas de moustache, parce qu'il a un chapeau, parce que ceci. Ça marche dans tous les cas, ça sort en 3 minutes. Moi je prédis que c'est le prochain timeline, tu sais, le truc que t'achètes à tout le monde. Tu sais pas quoi acheter à ta belle-sœur à Noël, tu lui offres 6 000 €, ça marche. Et quand tu connais pas le perso, il y a marqué en petit le long de la carte qui est le personnage, donc ça marche très très bien. En plus, en termes de prix, c'est hyper accessible, non ? C'est 10 €, je crois. 10-12, enfin, c'est génial. Ouais, parfait. Et ça sort quand exactement ? Si vous écoutez ce podcast, c'est que c'est sorti. On va réveiller Lou qui attendait depuis tout à l'heure. Lou, à quoi tu as joué récemment ? Je ne dormais pas, j'écoutais. J'ai joué à plein de jeux et j'avais envie de parler de The Game Quick and Easy. En gros, qui est le seul jeu que t'as bien aimé ce dernier mois. Non, il y en a plein, mais il y en a Lou tout approuve. plein. Arrête. Non, mais précisons un truc, pour ce format de jeu-là, il en existe moult. The Game, on a combien de versions à peu près ? 4. D'accord. Ou Et le Quick and Easy par rapport au The Game classique ? Alors, ça part d'un The Game, donc coop, où il faut vider la pioche. Sauf que là, on s'aidant avec des défausses qui vont de 1 à 100 sur le jeu de base, 2 défausses de chaque, donc une qui va de 1 à 100 et l'autre qui va de 100 à 1. Ici, ce qui diffère, c'est que il y a que 2 tas de défausses, ils vont de 1 à 10, un de 1 à 10 et l'autre de 10 à 1. On n'a que 2 cartes en main. Et il y a des... Oh putain, 2 cartes seulement. Oui. C'est super dur. Et il n'y a pas le plus 10, moins 10 qui permet de faire remonter. Par contre, les cartes ont des couleurs différentes. Et donc, si on joue une carte de la même couleur que celle qui a été posée précédemment, on peut remonter alors qu'on devait descendre, etc. Alors, tu me dis que par rapport à un The Game classique, la seule différence... c'est des couleurs sur les cartes. En fait. Ça va de 1 à 10 les paquets, donc et on a que 2 cartes en main, et c'est beaucoup plus punchy. Et en fait, du coup, c'est pas tout à fait le même jeu. Parce que t'as tendance à y jouer très vite, très rapidement en fait. D'où le nom Quick and Easy. D'accord, cela conclut le tour de table. On va passer au sujet suivant. Ah non, excuse-moi. Et toi, à quoi as-tu joué ? Alors moi, je suis très content que tu me le demandes parce que j'y réfléchis et ce week-end j'étais en festival, j'ai bu beaucoup d'alcool et j'ai pas beaucoup dormi et j'ai joué à rien. Merci Emeline. T'as même pas joué à Pillard de la mer du Nord. Non, j'ai pas joué, mais alors si je peux me permettre, il y a une campagne KS pour remplacer les petits meeples pour avoir des trucs peints et tout. C'est super cher, mais c'est vachement bon. C'est chez Meeple Source qui fait ça. Donc on va passer, donc il y avait à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, il y a eu le Festival international du jeu de Cannes, dans sa combienième édition 34e édition. Oui. C'est énorme, ça nous rend pas plus jeunes. Et certains d'entre vous y ont traîné vos guêtres. Emeline, c'est quoi le festival, le Fiche de Cannes ? Emeline, c'est quoi des guêtres ? Alors, je suis partie sur un petit résumé de ma découverte de Cannes, parce que c'est ma première fois, moi. Je pense que j'étais la seule à jamais y être allée. Donc, attention, c'est parti. Bienvenue à Cannes. Se lever tôt. Très tôt. Trop tôt. Marcher un peu, mais il fait bon. À attendre. Voir la foule arriver. Enfler, serpenter, jalouser ceux qui rentrent avec leur sésame autour du cou. Espionner les conversations dans la file en essayant de repérer les critiques de jeu. Avoir peur de l'emploi du temps de ton voisin.
Oui, alors tu cours en B15, on joue à ça. Ensuite on file en D8, on attend max, allez, 10 minutes. On mange dehors au resto, on a réservé 35 minutes puis on repart. Hein. Tape 22, on va à la conférence à 15h45. Ensuite on fait les achats, ce soir pas de répit, 21h30, on retourne faire la queue. Oh purée, flipper, se dire que nous on va avoir le temps de rien faire. Et puis ça y est, c'est la délivrance, ça ouvre. Oh, vite, vite, aller chercher son trésor, découvrir les lieux. Oh là là, c'est grand, il y a des jeux partout. Je me sens comme une enfant qui entre à Disneyland. Tout est à portée de main, comment on fait un choix? Ok, vas-y, là, il y a une table vide. L'exposant, il a une bonne tête. Bonjour, je vous explique. Ça y est, c'est parti pour 1 heure. Plus loin. Là, j'ai lu une super critique sur ce jeu, vas-y. Et puis, j'ai toujours voulu le tester. Vas-y, cours, prends une place. Et sinon, on mange? Ouais, mais alors face à la mer, quand même, qu'on profite un peu de Cannes. Bon, allez, on y retourne. Attends, j'appelle machin pour qu'il vienne jouer. Ah, il est où, bidule? Ah non, mais c'est pas possible, on doit encore attendre truc qui est aux toilettes. Bon, il nous reste 35 minutes, vite un petit jeu. Ding dong, le salon ferme ses portes. Déjà? Mais j'ai rien vu. Encore. Bon, t'inquiète pas, on revient demain. Ah mince, on n'a pas réservé le resto. Vous avez des places pour 7? Non. Bon, on essaye celui-là? Non plus. J'ai faim, j'en ai marre. Bon bah vas-y, tant pis, burger. Bon, et si on allait au off? Ah mon dieu, mais quelle chaleur! Y a pas de place en plus. Ah, ça c'est fun. Ou alors celui-là, j'y crois pas trop par contre. Mais salut, qu'est-ce que tu fais là? Alors, t'as vu des jeux sympas? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bon bah, il commence à se faire tard, non? Au lit, demain on se lève tôt. Et voilà. Une journée type à Cannes. Ouais, mais ça fait écho à ce qu'on a vu. Ouais. Bah justement, n'ayant jamais été à Cannes, c'était ma première question. C'était pour voir. J'avais 2 questions en vrai. Une question pour vous tous. Est-ce que ça correspond à l'ambiance de Cannes? Et la deuxième question, c'est que est-ce que dans la vie comme dans un festival, on peut respecter le programme qu'on a prévu? Non, on n'est pas tous allés pour les mêmes raisons à Cannes. Il y en a qui sont allés. Ils avaient du temps pour tester beaucoup de jeux, ils avaient même plus ou moins un emploi du temps chargé. Et toi, Jules, tu y allais pour raison professionnelle. Et donc, c'était pour présenter nos jeux et animer énormément. Et avant de partir, je me disais génial. Enfin, mon Disneyland de l'année arrive, comme Emeline a dit. Et en fait, pas du tout, parce que t'animes entre 6 et 8 heures par jour. Tu passes tout ton temps libre à essayer de courir pour voir les jeux qui t'intéressaient, que t'as pas eu le temps de voir. Après, faut bouffer en speed. Tu cours au off pour... Alors, le off, c'est plus cool. Quand t'es en train de bosser à Cannes toute la journée, c'est le marathon. Et au off, c'est le soir, les auteurs de jeux présentent des protos. Et c'est de 22h à 4h du mat, je crois. Et là, les éditeurs, ils deviennent... tous, c'est la cour de récréation, c'est des gosses. Ils n'ont plus rien à foutre, ils n'écoutent plus rien. Donc ils retrouvent leurs copains, tout le monde papote. Et les pauvres auteurs qui prient pour qu'enfin on voit leur jeu, ils sont face. Alors la moitié des gens c'est des joueurs passionnés, là c'est le bon public. Alors, et les autres c'est les éditeurs avec leur bière. Le propre du off, c'est justement pour que des auteurs qui ont des prototypes qui n'ont pas été encore édités viennent les présenter sans avoir besoin de s'affranchir. Alors plus ou moins, Waimi, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais que c'est le cas depuis quelques années récents. Avant le off, c'était un endroit qui était ouvert et où les gens venaient pour jouer. Et aujourd'hui, donc, on y trouve effectivement principalement des auteurs qui viennent présenter leurs protos. On y trouve aussi des éditeurs qui viennent présenter leurs jeux en cours de développement pour avoir un retour du public, pour éventuellement faire des... Il y avait Ropoprod qui avait une table. Oui, voilà, je pense à eux particulièrement, mais je pense qu'il y a d'autres éditeurs qui viennent présenter leurs jeux. Ropoprod, on les a souvent vus au off et souvent... Ils avaient des retours mitigés, mais du reste du monde, parce que quand ils faisaient tester Dr Panic, par exemple, avec la bande son, cette année-là, c'était génial. Voilà, tout le monde est un peu les nerfs autour. Mais bon, voilà, c'est comme si on faisait tester un Rickman Boulet ou ce genre de choses. Ça met toujours une bonne ambiance pour toutes les autres tables autour. Lou, toi, tu étais un petit peu mitigé par rapport à cette édition. T'es un habitué du festival? Oui, pourquoi habitué? Ça fait 3 ou 4 ans que j'y vais. T'es plus habité que moi. Ouais, et en fait le gros problème c'est que quand tu arrives à Cannes et que t'as déjà testé tous les jeux qui sont présentés, c'est un peu blasant. En fait il n'y a pas beaucoup de grosses nouveautés pour Cannes. En fait il y a quasi aucun jeu qui sort, surtout cette année. Alors, tu veux dire qu'il y a beaucoup de localisations en fait, c'est-à-dire des jeux qui existaient avant dans la version originale, qui ont été traduits, même présentés à Cannes. Ou des jeux qui sont pas une fenêtre de sortie. C'est la plupart des... On a vu les jeux les plus importants, enfin même presque tous les jeux de l'année,
Mais c'est des jeux qu'on voit depuis octobre, novembre. Ça fait 6 mois qu'on joue avec. Alors, Et donc Lou qui connaît tous ces jeux-là. Voire même un an, hein. Il y avait Res Arcana, il était encore là, alors que l'année dernière, il était après, il déjà était là. nominé quand même. Il a rien à foutre là, Res Arcana, virez-moi ça. Et c'est vrai que t'imagines que tu vas avoir toutes les nouveautés, mais en fait, il y a peut-être, je sais pas à la louche, mais 10% seulement de jeux qui sortent pour Cannes. Bah, après, moi, je sais pas si je suis bien tombée ou quoi, mais j'ai quand même essayé plein de jeux. Tous ceux qui m'ont plu, ils n'étaient pas sortis encore. Et ils sont toujours pas sortis. Alors, ils sont pas sortis parce que pas édités ou parce que... Non, parce qu'ils sortent dans l'année. D'accord, t'as des infos? T'as Bah, des infos à alors, nous passer? Top 10, mais on va en reparler tout à l'heure. Ouais, on va y jouer. Il y avait lui, il y a What's Missing, que j'ai bien aimé aussi, qui est Oui, toujours What's pas Missing sorti. était sympa. Ouais. Ça, c'est chez Bidonut. Alors, What's Missing, c'est quoi? C'est chez qui? C'est par qui? Tac. C'est chez Ludonote. Ludonote, C'est ouais. Florian Syriac qui me semble qu'il fait Il est pas tout seul. Je crois qu'il est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Ouais. On le salue d'ailleurs, Florian. Florian n'est pas tout seul. C'est un jeu où on te donne un truc à faire dessiner aux autres, à faire deviner aux autres. Donc tu vas piocher la carte avec un saxophone. Donc tu as vraiment un saxophone dessiné sur ta carte. Tu vas poser un calque transparent par-dessus. Et donc tu vas a priori dessiner un saxophoniste par-dessus la carte de ton saxophone. Sauf que ton dessin que tu vas montrer aux autres, bah, c'est juste le calque. Donc il va manquer ce saxophone. Donc ils vont voir un mec qui joue dans un truc. Que manque-t-il? Que manque-t-il? Alors ils vont dire... Une guitare, une Ouais, trompette. ouais, Sarbacane. la bite à quelqu'un. Bon voilà. Et il faut trouver qu'est-ce qui manque dans Ça ce y C'est est, ça qu'on Simon ne joue commence. plus avec Simon. Donc il y a autre chose que du saxophone à faire deviner. Oui. Non, mais N'est-ce c'est pas, Boris? Qu'est-ce que tu as dû nous faire deviner, toi? Alors moi j'avais fait deviner une noix de coco qui s'est transformée en danseuse nudiste, mi-Joséphine Baker, zut, je me rappelle plus de son nom. T'es pas très calé en danseuse. Non, je suis pas Oui, très c'est ce que calé en j'ai dit danseuse quand il a nudiste. parlé de Voilà. Joséphine. Non, qu'est-ce que t'avais dit? Non, la danseuse... la chanteuse... Chaud, cacao. Annie Cordy. Voilà, Annie Voilà, Cordy à merci. poil. Faut trouver quand même. J'ai besoin d'autres javel dans ma tête pour effacer cette image. Ok. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te montre mes ananas. Voilà, merci Simon d'avoir reconnu. Quelle culture. Ouais, donc on t'a un peu coupé, Lou. Oui, non, mais du coup un peu décevant parce qu'il n'y a pas non plus de grosses nouveautés. Autant l'année dernière, il y en avait quelques-unes. Res Arcana, je l'avais jamais vu. Il y avait Wingspan qu'on a pu découvrir là-bas. Mais cette année, c'était un peu triste. Par contre, dans les cartons, il y a des trucs qui vont arriver, qui sont sympas, mais qui étaient visibles que pour les pros en fait, des choses qui vont sortir, qui Qui était pas en bas dans les allées. Voilà, exactement. Ok. Que t'as vu en démonstration pour les boutiques ou les ludos. Ouais. Et c'était quoi? Qui était bien? Je sais pas si je peux parler Ouh de tout. là là, c'est chaud. Voilà, donc. Allez, vas-y, balance. Bah non, On mais mettra des bips dans le pire des cas. non, mais bon, il y a. D'accord, donc t'as quand même globalement vu deux, des trois trucs qui Ouais. dans ton âme de joueur aguerri, je sais pas, de Qui est- joueur. Oui, ça me sévère. hype et j'attends. En fait, j'attends ça et d'Icrou déjà. Mais ouais, en fait, c'est ça. Chaque année, j'ai l'impression qu'on rentre de Cannes et qu'on se dit, bah, il y avait rien de. Mais chaque année, on fait ça. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte, c'est là où il y avait The Crew qui traînait, c'est là où il y avait 50 missions, c'est là où il y avait ça, où il y avait Demeter, où il y avait machin. Et en fait, quand tu sors de là, que tu t'es pris 150 jeux dans la tête, t'as l'impression que t'avais rien de mieux que d'autres. Mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, ça plante des graines, quoi. L'idée de ce jeu-là, elle existe, elle commence à exister sur Cannes, quoi. J'ai entendu une fois une comparaison entre Cannes et Essen. Et la comparaison était la suivante. Je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais fait Essen, j'ai jamais fait Cannes. Je sais pas du tout si la comparaison est juste ou pas. Mais on me disait à Essen, on achète et à Cannes, on joue. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que à Cannes, on y va vraiment pour beaucoup jouer? Pas forcément. Quoi. Moi, je vois à Cannes, j'y vais, c'est pour voir un peu les gens qui sont les visiteurs eux-mêmes. Où on rencontre beaucoup de Toulousains, donc c'est marrant de les rencontrer là-bas, mais Moi, je vais à Cannes pour voir des Toulousains. bien sûr. Mais non, mais d'autres personnes que tu vois une fois par an et puis qui disent viens tester mon jeu. Non, mais bon, l'année dernière, tu m'avais demandé de tester ton jeu, il était déjà nul, donc là, comment ça se passe? T'aimes bien avoir mal ou? C'est l'avantage d'avoir un podcast, c'est-à-dire que les gens après qui vont te croiser sur des allées de festival, ils vont pas nécessairement savoir que c'est toi. Ils vont dire oh c'est toi le nazi ludique du Buena Partida Podcast Club. Ils sauront pas, ça te préserve de ton anonymat, c'est pas mal si des podcasts. Donc finalement, c'est un lieu de rencontre, le festival,
plus qu'un lieu d'achat, on est beau. Pour ma part, après, je pense que chaque visiteur a son propre Cannes, quoi. Il y a beaucoup de monde, il y a 100 000 personnes. 110 000 cette année. C'est magnifique. C'est énorme, c'est et je vraiment pense que il y a maximum 10 000 personnes qui sont les gens hyper connaisseurs et qui sont blasés parce qu'ils ne voient pas de nouveautés. Donc pour la majorité des gens qui vont à Cannes, c'est une pluie de nouveautés qu'ils n'ont jamais vues. Et c'est pas un festival dans lequel tu achètes énormément. C'est pas un gros festival commercial, Cannes. Non, moi honnêtement, je pensais acheter vraiment énormément. J'ai quasiment rien acheté. Alors comme je disais, parce que ceux que j'ai préférés, ils n'étaient pas encore sortis. Et aussi parce que je me disais, j'achèterais dans ma boutique préférée à Toulouse. Il y a aussi ça, aussi comme on disait, ce n'est pas forcément une date où il y a beaucoup de sorties qui se font. À Essen, il y a beaucoup de sorties. Oui, à Essen, il y a pas mal de sorties. Donc, tu vas. Enfin, moi, j'y vais pour jouer et aussi pour rencontrer des gens. Mais dans mes premières années à Essen, je ramenais énormément de jeux. Oui. Là, tu sais que c'est des Français qui vont sortir leur jeu sur le territoire français. Tu peux toujours l'acheter sur Cannes, mais généralement, elle est déjà sortie, ou tu sais que la semaine d'après, tu peux l'acheter chez toi et pas t'emmerder à remplir ton coffre. Qu'il n'y aura pas d'histoire d'exclusivité ou quoi. Bon, c'est pas hyper pertinent d'acheter des trucs sur Cannes, quoi. Voilà. Et alors que Essen, tu as des tas d'éditeurs étrangers qui ne seront pas forcément localisés en France, notamment tous les jeux asiatiques. Et ouais. Voilà. Et c'est grâce à Waimi et Essen qu'on joue depuis plusieurs mois à Similo, à Dick Crew. Ouais. À Time Bomb 2. Time Bomb 2. Ça existe, c'est une merde. Ouais, et toi, Simon? Ne pas confondre avec Time Bomb Evolution, qui est Time Bomb 3, qui lui se tient. Juste aussi, j'avais quelques chiffres pour peut-être ceux qui connaissent pas du tout le 12. Le festival. Le numéro complémentaire. Non, juste pour info, il y a quand même 5000 professionnels, 310 stands. C'est pour montrer quand même la taille du truc. 400 auteurs et illustrateurs, 313 journalistes et 6000 personnes qui ont été au off. Ça, c'est les chiffres officiels du festival. Donc pour essayer de montrer l'ampleur quand même du festival et le fait qu'il y ait du monde, quoi. Je serais curieux de savoir combien ça fait de bénévoles un festival comme ça. Oula, t'en as pas de... Il n'y a pas de bénévoles. T'en as aucun. Non. C'est pas l'alchimie qu'on connaît à Toulouse. T'as pas de bénévoles qui participent à l'organisation du festival, que je sache. Comme c'est le cas pour nous. Oui, où il y a une armée de bénévoles à l'alchimie dans tous les festivals en France. Et encore cette année, il y a eu de la chance, le festival a pu avoir lieu, le festival de Cannes, quoi. Allez, imaginez le même festival 3 semaines après, c'est mort. Ouais, ça commençait à en parler, on était là, oui, mais c'est de proche quoi de l'Italie et tout ça. Franchement. Mais on s'est tous l'échouillé pendant 10 jours, donc s'il y avait le corona, on aurait été au courant. Le stand de Machemo n'a pas des amplis. Et tous ces gens-là sont repartis partout en France après. Donc Simon, toi tu y étais en tant que professionnel? Oui, alors je suis resté 2 jours, je suis venu jeudi, vendredi. Simon, c'était la guest star, quoi. C'était la guest. Ouais, je suis passé, en fait, à la base, j'avais pas prévu d'y aller, parce que Bruno et Baptiste y allaient déjà pour le magasin, et donc si à un moment, si t'enlèves des gens, il y a personne au magasin, c'est compliqué, enfin il reste Rachel, mais tenir un magasin tout seul, c'est tant d'axes, quoi. Donc j'y suis allé jeudi, vendredi, j'avais une conférence sur YouTube et le monde du jeu avec Martin dans Mode de jeu, Raphaël, Pierre-Louis et Marc-Antoine d'EtuGame. Donc j'y suis allé. Alors j'ai partagé mon emploi du temps entre aller voir les éditeurs sur les trucs pro dans lesquels ils présentent tous les trucs qui vont sortir. Et là voilà, là t'as typiquement la contrainte de 10h30, il faut qu'on aille voir Ankama. À 11h15, c'est Scorpion Masqué. À 12h10, c'est Matago. Alors là, t'en finis plus. Et t'as la tête, mais comme un compteur à gaz, parce que t'as tous les gens qui te montrent les jeux en t'expliquant que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans leur vie, de parler de leur jeu dans leur vidéo. C'est quoi. étonnant. Ah la vache. Non, mais je comprends. C'est le boulot de chacun, quoi. Et nous, notre boulot, c'est de faire le tri. Mais c'est quelque chose. Mais oui, Cannes, en fait. Je crois que dans les... tu disais, il y a 6000 professionnels, je sais pas combien qui y vont, quoi. Je pense dans les 6000 professionnels, t'en as 5500 qui y vont juste parce qu'ils veulent voir des potes, en fait. Et ça devient... Cannes, en fait, c'est surtout ça. C'est surtout le plaisir. T'arrives le soir, tu vas dans des soirées à gauche, à droite, et t'as tous les gens que tu vois que 2 fois par an. Et voilà. Essentiellement, maintenant, c'est un festival dans lequel tu vois plus les gens que les jeux. Parce que les jeux, t'en as entendu parler avant, après... c'est pas un grand festival de découverte de jeux, quoi. Waimi, tu voulais en parler. C'est vrai que j'avais recentré un petit peu sur le rôle de Simon, mais en pleine alerte coronavirus, avec toutes les actualités en ce moment, il y a pas mal de petits festivals qui se font annuler par arrêté préfectoral ou d'autres. Ce sont des choses sur lesquelles tu t'es renseigné, toi? Je ne me suis pas renseigné, mais je vois passer les infos. Il y a des festivals de toute taille qui sont annulés. Le premier que j'ai vu passer, c'est Ludinor,
qui est pas un petit festival, parce qu'il fait quand même ses 12 000 visiteurs, donc c'est pas rien. Et je ne sais pas s'il a été annulé à cause d'une décision préfectorale ou de la mairie, ou par les organisateurs. Je pense que c'est par les organisateurs, pour ne pas risquer de mettre à mal la pérennité du festival, parce que le risque, c'est pas assez de fréquentation, donc pas assez de revenus, donc une trésorerie insuffisante pour relancer l'année d'après. Donc ce que je peux comprendre. Et donc Ludinor est le premier que j'ai vu passer, mais il y en a d'autres qui ont été annulés ou repoussés depuis. On a vu le festival de Mulhouse qui est annulé, Épinal, je crois, je suis pas sûr. Une toute autre échelle, Non, bien qui est reportée. C'était le week-end dernier. D'accord, Épinal, ça a eu lieu. Pau a été repoussé en fin d'année. Pointe-à-Pitre. En tout cas. Non, c'est faux. En tout cas, cette année, il n'y a pas de festival de jeux à Pointe-à-Pitre. Ouais. Faudrait pas qu'il y en ait un qui, du coup... tout le public. Et à titre plus non, mais Simon, personnel... il a dit qu'il n'y avait pas de festival cette année. Il n'y a pas de festival à Pointe-à-Pitre, c'est tout. À titre personnel, on est évidemment dans l'attente pour le festival Alchimie de Toulouse, qui est prévu pour mi-mai. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. On aura a priori une réponse officielle dans les semaines à venir. Ouais. Ça fait combien de personnes, Alchimie 18 000 à peu près la dernière 17 édition. 800 la dernière fois, 500 bénévoles. Déjà, rien qu'entre Combien de bénévoles, bénévoles, t'as dit 500 bénévoles. Rien Sinon, qu'entre on peut laisser bénévoles, parler on Boris, peut se peut-être. faire. Je pense qu'il doit bien connaître son sujet, non? Oui, tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'ai été à Cannes d'ailleurs, pour préparer l'alchimie du jeu. Donc, du coup, on est effectivement dans l'attente de savoir si l'alchimie aura lieu ou pas. Et donc, on a effectivement une pensée pour tous les collègues qui ont travaillé sur leur festival et qui n'aura pas lieu ou qui est reporté. Je comprends que c'est pas toujours évident, donc bon courage à eux. Et effectivement, l'alchimie du jeu, ça a été à peu près 18 000 entrées uniques l'année dernière. On est 500 bénévoles, alors pas tous présents en même temps parce que c'est sur tout le festival, et une centaine de bénévoles à l'année pour préparer. Voilà, donc effectivement là dans le cas actuel, on va voir ce que ça va devenir. C'est pour ça que j'ai été à Cannes. Alors moi j'étais effectivement pas là pour jouer beaucoup par rapport à l'année dernière où j'avais beaucoup joué. Non, continue. Pardon. Voilà, donc du coup moi j'étais à Cannes pas spécialement pour jouer, mais comme vous parliez, pour rencontrer les gens. C'est vrai que du coup c'est très intéressant et important pour préparer l'alchimie, donc de rencontrer les différents éditeurs. Donc j'ai pas découvert de jeu. Comme disait Lou, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de jeux où je me suis dit ah là là, quelle nouveauté, ça a l'air super, parce que j'ai plus rencontré les gens, discuté, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant de parler ensemble de sa passion. Attends, on a fait une super partie de Poison quand même. Oui, alors j'ai dit que je n'avais pas découvert beaucoup de jeux, j'ai pas dit que je n'en avais découvert aucun. Alors, Poison, c'est quoi? Lou, attends, est-ce qu'on peut demander à Lou de nous expliquer Poison? T'as joué à Poison, Lou? Porte bien son nom. Ils avaient un stand magnifique en tout cas. Ça c'est vrai, ils avaient un stand franchement très léché. Oui, c'était un des Poison, c'est un jeu qui existait déjà ou c'est une nouvelle Non, version non, d'autre chose c'est un nouveau jeu qui s'appelle Poison. Et je sais pas, dans la catégorie des jeux qui portent bien leur nom, je sais pas si vous avez joué à Loser. Je l'ai vu passer. Oui. Avec des cuisses de grenouille. Oui, on t'a croisé pendant qu'on était en train d'y jouer, ouais. Il y a, les cartes ressemblent à Simon avec des cuisses de grenouille. On a demandé à Simon, quoi. On a demandé à l'éditeur, mais pourquoi vous éditez ça? Il nous a dit, c'est un tel qui l'avait, mais ils ont pas voulu le faire. Alors ils l'ont passé à un tel autre qui a dit non, on veut pas le faire. Et on l'a eu, on a fait nous on veut bien le faire. Ah oui, c'est sexy comme ça. Attendez, je crois que ça fait plus d'une minute qu'on parle de ce jeu. On va changer. Non mais sérieusement, Poison, c'est bien ou c'est pas bien? Ça fait des super parties d'un mauvais jeu, c'est quoi? C'est quoi le principe? Non, en vrai, c'est que c'est un jeu d'ambiance, mais où il n'y a pas eu d'ambiance. Je crois que c'est ça. Moi, j'ai fait la partie avec Boris. Je sais pas si Lou, c'est le même ressenti. Oui, non, pareil. C'est ça, on m'a vendu un jeu d'ambiance, mais en fait, il n'y a pas eu d'interaction, il n'y a pas eu de discussion entre les joueurs. Chacun a fait son truc dans son coin, et à la fin, personne ne gagne. On fait tous un score minable. Si, j'ai gagné. Oui, d'accord. Mais personne ne s'est rendu compte que tu avais gagné. On a passé un moment chacun tout seul, et donc pour un jeu d'ambiance, j'ai trouvé ça très dommage. Ah ouais, j'avais cru qu'il y avait des bons retours, mais je testerai. Ouais. Non, mais après, il y a peut-être des bons retours. Nous, ça n'a pas fonctionné. Clairement, à notre table, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je suis quand même étonné, Boris, que les éditeurs ne fassent pas du teasing en vue des festivals où ils vont avoir la possibilité de présenter les nouveautés. En fait. Qu'est-ce que tu voudrais comme teasing?
Bah j'en sais rien. Moi je veux rien. Je suis pas éditeur, mais j'imaginais que les éditeurs diraient tiens, mais dans 2 mois tu vas pouvoir présenter ça. Je te le pré-présente avant que tu le fasses en tapage, par exemple lors d'une alchimie. Qu'est-ce que le tapage? Alors les tapages, ce sont les tables prêtes à jouer, qui sont en fait des espaces où on va avoir le jeu qui va être déjà mis en place pour pouvoir permettre aux visijoueurs de l'alchimie du jeu de venir jouer un jeu où il y aura des bénévoles qui vont leur expliquer le jeu. Donc le but c'est de se mettre à commencer à jouer en 5-10 minutes. Ça a l'air génial. Ça a l'air vachement bien. Mais les éditeurs, ils essayent de faire de la com sur les festivals, mais sur un truc qui est dans 3-4 mois, un éditeur, il ne sait pas en fait si son jeu, il va l'avoir dans 3-4 mois. C'est-à-dire que là, typiquement sur ce festival, moi je sais qu'on s'est bataillé pour... Et encore plus en ce moment. Ouais, non mais encore plus en ce moment. Moi je sais que je me suis bataillé pour dire à Matago notamment et à Yellow, on veut Orléans Invasion et on veut The Crew. Bah ils savent pas s'ils l'auront en fait. Parce que c'est dans 4 mois, généralement ils fabriquent les boîtes, mais il faut que l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal soient d'accord. Et le Portugais, il a pas encore rendu ses quantités de commandes, machin, puis les usines, et puis c'est embouteillé. Ils savent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils sont pas sûrs d'y arriver. Donc le frein c'est ça en fait, c'est pas de la mauvaise volonté, parce que pour eux évidemment ça leur fait de la pub, que tous les gens qui rentrent dans le festival aillent tous poster en même temps. On a joué à ça au festival, c'était génial, ça leur fait une inondation diabolique, et puis des ventes aussi, faut pas se le cacher, mais pas toujours capable d'y arriver. J'ai l'impression que cette année, l'excuse c'était vraiment le coronavirus en mode ben non, mais le jeu on l'a pas parce qu'en Chine, les productions et tout sont ralenties. Mais les autres années, c'est exactement le même cas. Quelle était l'excuse de l'année dernière? Je sais pas s'il y avait des excuses. En tout cas, il y avait plusieurs jeux qui n'étaient pas présents à Cannes, pas jouables. Il y a l'excuse du Nouvel An chinois qui revient tous les ans. Ouais, un point en général, celle-là, elle fonctionne assez bien. Oui, c'est tous les ans. On a découvert qu'en Chine, ils s'arrêtaient de bosser pendant 15 jours à cause du Nouvel An chinois. Oui, mais ça fait 50 ans qu'on est au courant. Ouais, mais on le redécouvre chaque année. C'est une surprise renouvelée. C'est formidable. Et pour le Corona, oui, il y avait des jeux qui étaient prévus de sortir à Cannes, comme chez Flying Games, Mosquito, je sais plus comment ça s'appelle, de Bruno Catala. Et bien donc voilà, ils n'avaient pas les boîtes. Et donc je pense qu'il y avait d'autres jeux comme ça aussi qui comptaient absolument les mettre en avant à Cannes et vous n'avez pas les boîtes. Parce que ça prend 1 mois de retard, voire 2 mois de retard, parce que les usines bossaient plus à cause du coronavirus en Chine. De toute façon, quoi qu'on pense du Festival de Cannes, on sera à peu près tous là à avoir envie d'y aller ou de vous maudire, car moi j'y suis pas allé et je vous maudirai si vous y allez. Alors toi qui aimes picoler, sache que Cannes, en espérant, ou même en dehors. Même ils passent avec des brouettes pour t'amener la bière à ta table de jeu. Il y a une romerie qui est vraiment top. Ah, c'est sympa ça. La romerie. Le Coco Loco. Ouais. Demande à Simon si t'as un doute. Tu me verrais pas molli. Et en espérant qu'on soit tous vivants l'année prochaine. Et en attendant, on a une pensée effectivement pour nos potes et nos collègues qui organisent ces festivals. Je vous propose qu'on joue. Ouais. Alors on va jouer à Top 10. Oui, bon alors, je vais vous présenter ça. Top 10. Et justement, ça sort de Cannes, tout ça. C'est un jeu que je crois que c'est Emeline, parce que pendant que j'animais avec la sueur de mon front, elle avait la chance de tester plein de choses, donc je lui ai demandé qu'est-ce qui est bien. Et donc elle m'a envoyé vers Top 10, que j'avais quand même déjà vu de loin sur Facebook, parce que apparemment pas mal de monde l'avait déjà testé, adoré, donc beaucoup de monde l'attendait. Et ben c'était très bien Top 10. Et donc, on a eu le droit de le ramener pour y jouer ce soir avec vous. Et on va faire ça maintenant. Top 10, c'est un jeu d'ambiance, d'apéro. Clairement un jeu d'apéro, très simple à expliquer, à jouer. Où une personne va lire une question, va distribuer des cartes face cachée à tous les autres, c'est des cartes numérotées. Et ils vont devoir réagir à cette question suivant leur numéro. Sachant que s'ils ont 1, souvent, ils vont faire une réaction qui va être assez pessimiste. Et s'ils ont 10, waouh, c'est la fête, ils vont devoir raconter monts et merveilles. Donc pour ça, Emeline va distribuer des cartes pendant que je vous lis la question. J'adorerais que Lou ait le numéro 10 et qu'il fasse un truc trop enthousiaste. On peut regarder la carte On peut mélanger même les cartes avant. Et la finalité, c'est quoi? C'est juste de raconter son émotion par rapport à son numéro? Tu as bien raison, bonne question. On va tous donc raconter une petite scénette et ensuite la personne qui a lu la question va essayer de ordonner toutes les scénettes du plus petit numéro au plus grand numéro. Et c'est un jeu donc où c'est coopératif, et si on a bien ordonné ça, on a gagné, et si on a mal ordonné, on s'en fout, parce que tout ce qu'on a raconté nous a fait marrer pendant 10 minutes.
Je crois que si on perd, on est obligé de faire une partie de poison après. Si on perd, on doit écouter Lou pendant 2 minutes qui nous explique sa rage pour le jeu. Ah non, moi j'ai trop envie de l'écouter. Attends, c'est une récompense pour moi. Alors, je vous lis ce petit texte. On vous a confié les clés de l'association de Buena Partida. Et un soir, en entrant chez vous un peu pompette, vous décidez d'y passer hors des horaires d'ouverture. Décrivez-nous l'état des lieux le lendemain matin. Sachant que si vous avez le 1, personne ne s'en rendra jamais compte de ce qui s'est passé. Et si vous avez le 10, vous auriez préféré ne jamais être venu au monde. Alors, Emeline va commencer à nous raconter ça. Non, parce que tu sais quoi ? C'est celui qui dit qui commence. Bon alors, d'abord je regarde ce que j'ai. Parce que celui qui pose la question a aussi un numéro, Oui. et donc il commence par décrire quelque chose par rapport à son numéro pour faire une espèce d'étalon que Exactement. chacun puisse se positionner par rapport à ça. Jules, fais-nous ton étalon. Alors c'est très simple. Le matin, quand je me suis réveillé à l'assaut, bon déjà j'ai dû m'extirper d'une pile de chaises. Je sais pas qui avait l'idée de faire une sorte de pyramide là-dessus, mais j'ai compris à quoi servait cette pyramide de chaises, car au plafond une centaine de posters de Simon nu, plein de baisers de rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Avait empli tout le plafond, et une trentaine de boîtes de jeux a été déballées pour faire un bowling. Je crois que ça ressemblait à un bowling, ce qui avait été organisé. Et j'ai préféré pas trop réfléchir qui était passé par là cette nuit. Je suis parti en claquant la porte et j'ai essayé d'oublier ça à nouveau en me noyant dans l'alcool. D'accord. Et là, maintenant, est-ce qu'on doit deviner Non, alors là, on va Non. tous raconter, selon notre numéro, cette petite scénette de ce matin au Buena Partida. Et après, moi, je vais essayer d'ordonner tout ce petit monde du plus petit au plus grand. C'est une sorte de timeline coopératif, quoi. D'accord. Ok, ce matin en me réveillant au Buena, c'était plutôt gentil. Déjà, on n'avait pas tellement la gueule de bois. On avait quelques-uns, mais enfin, c'est toujours les mêmes, quoi. Hein. On pointera pas du doigt Simon. On avait tous ramené nos sacs de couchage, donc on était tous bien alignés. Par contre, on avait un peu dormi sur des boîtes de jeux, donc j'avoue, on a un peu abîmé quelques boîtes de jeux. Donc bon, ça c'est un peu dommage, surtout que c'est les jeux du Buena, quoi, donc c'est un peu la honte, il va falloir les racheter. Et voilà, c'était quand même une soirée plutôt sympathique. Alors, en se réveillant au Buena ce matin, déjà, on peut pas dire que ça sentait super bon. Ça sentait pas mal les pieds, mais bon, globalement, vous connaissez la salle, hein, c'est assez poisseux, assez poicreux. Il y a pas mal de choses infâmes et de gras de doigts sur les tables. Mais bon, globalement, on aime bien quand même, donc on s'y réveille tranquillement. Et on a réussi à se trouver le moyen de se faire du café et de passer globalement un moment agréable. Merci. Simon. Eh ben, je me réveille, je suis en slip. Encore une fois. Ah oui, oui, parlons du Buena. Alors, j'étais au Buena, je me réveille et je suis en slip. Et j'ai dans mon slip des cartes de Cognito qui dépassent. Voilà. Rien de plus, rien de moins, mais a priori, je me serais livré à une sorte de striptease à base de cartes de Cognito en moyen de paiement. Le pire, c'est être à moitié à poil ou c'est avoir joué à Cognito? Je vous laisserai en décider lorsque vous me rangerez dans l'échelle de malice de la chose. Alors, Boris. moi, au réveil, le lendemain matin, écoute, ça va, il y a des jeux d'à peu près partout. Je pense qu'on a vidé les armoires, que tous les jeux ont été sortis sur les tables, par terre. Le cauchemar du président. Voilà, d'ailleurs, je tiens à préciser pour vous tous que si l'un de vous fait une de ces moindres propositions, il aura affaire à moi. Mais voilà, sinon, tout est en désordre, mais rien de très grave. Ah, c'est juste le bordel. Voilà, Mais- c'est ça, c'est juste le bordel. Il y a encore des gens en train de jouer, d'autres en train de dormir sur leur jeu. Mais Boris, il a un ça s'arrête là. Je dénonce. Boris le 1. Et bien après cette soirée où personne n'a dormi en fait, voilà, on est tous restés éveillés toute la nuit parce qu'on avait amené une cafetière et que du coup ça sent le café dans tout le truc, ça sent aussi la pizza parce qu'il y a des boîtes de pizza qui traînent, ça a été le repas du soir.
Très original. Ah bah oui, quand on est dans le coin du Buona Partida, il n'y a pas grand-chose à part des pizzas en fait. Du coup, ça sent la pizza, les poubelles débordent, elles sont rangées n'importe comment, au grand désespoir d'Emna. Voilà, qui, dépité, est parti à une heure extrêmement tôt par rapport à d'habitude, en incendiant tout le monde de jurons dans une langue qui nous a échappé. Les boîtes de jeux étaient à l'intérieur, mais on s'était amusé, pour une raison qui m'échappe encore, à changer les couvercles de boîtes. Enfin un peu de fun. Voilà. Je viens de penser, c'est faisable ça, mais quelle idée de merde. Complètement, voilà. Tu mets ton couvercle d'aventure et du rail sur une boîte d'abysse ou vice versa. Attention, Boris fait une attaque. C'est génial comme idée pour faire chier quelqu'un. T'as encore les clés du voilà. Je vous la donne, c'est cadeau. Lou, à toi. Alors moi, du coup, je me souviens vraiment de tout. Ce qui s'est passé. Donc la veille, je me rappelle avoir attendu au moins 2 heures dehors que quelqu'un ouvre avant que je me rende compte que j'avais ces fameuses clés. Donc il faisait moins 10 degrés, hein, ce qui à Toulouse est assez rare. Je suis rentré et personne forcément, puisque j'étais le premier à rentrer. J'ai attendu 1 ou 2 heures à nouveau pour me rendre compte que j'étais encore tout seul et que je ne savais pas ouvrir les armoires. Donc oublier le code et pas me servir de la clé pour ouvrir l'armoire. Il y avait que une boîte de top 10 de disponible. Donc, j'ai fait une partie solo de top 10 toute la nuit. Pas mal. Bon, alors moi, le lendemain matin, quand on s'est réveillé au Buena, enfin le jeudi matin, ça devait être bien 13h, 14h quand même, hein, c'est dire qu'on a bien un petit peu abusé la veille, donc il y avait quand même des canettes de la bière, de l'alcool, des trucs un peu partout, les boîtes de jeux, c'était n'importe nawak. On en a même retrouvé dans l'aire de jeu à côté, hein, c'est dire, on sait pas trop bien ce qu'on a fait cette nuit. J'ai un peu demandé autour de moi, personne se rappelait, enfin voilà. On espère juste qu'il n'y a pas de photos et de vidéos qui vont sortir de ce truc-là. Et on espère surtout que personne dira que tous ceux qui étaient là à cette soirée seront capables de tenir leur langue et de dire nous on n'y était pas, on ne sait pas qui a fait ça. Bien, donc on a fait le tour. Alors maintenant c'est l'heure où je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Eh ben bon courage. Ouais, bonne chance. Il y en a qui étaient plus trash que d'autres. J'ai l'impression que Lou s'est un peu fait chier sa petite soirée mythique pompette à jouer à Top 10. Et donc je dirais que Lou a plutôt vers le numéro 1. Alors j'ai même pas besoin de dire le numéro, en fait il faut juste les mettre dans l'ordre. Donc pour moi Lou c'est le plus petit de la table. Donc tu vas retourner ta carte Lou. Donc là on est 8 autour de la table, t'as deux, bien joué. T'as 2 possibilités d'erreur. 1. Après, même si les boîtes étaient éparpillées partout, et je pense que ça l'a beaucoup fait stresser, je me dis que Boris ne devait pas avoir une carte trop trash, donc je le mettrai après Lou. Eh bien, j'ai un 5. Aïe. Alors sachez qu'une boîte par terre, c'est très traumatisant pour Boris. C'est chaud. Voilà, exactement. Sachant que Simon avait sûrement un 4 avec son slip et les cartes de Comito. Donc là déjà c'est chaud. Donc. Alors, si je devais continuer, après je mettrais Waimi. Parce que les pizzas, le café, ça doit être un peu funky les boîtes dans le désordre, mais ça reste raisonnable pour moi. Oh non. Ouais, non mais vous avez mis le niveau très très haut, donc je n'ai pas osé aller aussi loin, mais malheureusement j'ai quand même un 7. Wow. Aïe. Oh l'échec. Merci. Bon, alors c'est un échec total. Je sais pas si quelqu'un avait prévu... Non mais j'ai compris à l'envers, parce que comme j'avais le 3 et que c'était côté vert, je me suis dit c'était pas très grave en fait. Oui, 3 c'est pas très grave. Non, c'est juste moi qui imagine que... Yoc vient de se révéler. Que les jeux tout gras, etc. Je me suis dit c'est moins trash. Enfin non, je me suis dit non, c'est plus trash que les jeux éparpillés par terre de Boris. Et donc c'est pour ça qu'après après Waimi, je mettais Yog. Avec le gras partout. Donc toi t'avais un 3. J'étais au 3, voilà. Après je balançais Emeline. J'avais le 4. Tout le monde s'est allongé sur les boîtes. Ah ouais, donc... On n'est pas si ouais, mal. mais en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et pour ce jeu, ce qui est difficile, c'est quand t'es dans celle du milieu à peu près. Entre 4 et 6, c'est assez compliqué, j'avoue, de... Ah, je suis Mais d'accord. ça passait super fort depuis le début surtout. Alors, peut-être que j'avais une carte un peu élevée. On va voir où est-ce que je me place. Je mets, après tout ça, j'avais deux
candidat, il y avait... Donc je mets Émilie. Après, tu avais un 8. Moi j'avais un 8. Ça me va très bien, car je pense que Simon est au-dessus d'Émilie. Et en dessous de moi, je pense que Simon a un 9. Non, mais en fait, on n'a pas la même notion. On parle du jeu. Aïe. Moi, j'ai que le 6. Hein. Ah, c'est presque un 9 à l'envers. Ouais, moi, je fais bien pire. Simon à poil, il a un 6, quoi. Bon, allez. Ah, il était pas à poil, c'était son slip de tous les jours. Pour moi, se mettre en slip en soirée, ça vaut 6. Dans l'échelle du mal. Et quand j'ai Boris, j'ai mis une boîte par terre, il a 5. On sent qu'on n'a pas la même notion de ce qu'est le bordel dans la vie. Pourtant, tu disais que tu avais joué à Cognito. J'ai vu des gens avoir des sueurs assez inquiétantes quand ils jouaient, mais bon. C'était c'était pas le chaos, c'était juste ça. Point. C'était un élément, mais il y avait Cognito pour indiquer que c'était un peu au-delà de 5. Et donc, je finis avec moi, j'avais le 10. Car effectivement, avoir des posters de Simon à poil accrochés au plafond, c'est un peu stressant. Ça dépend pour qui, je suis sûr. Tu es peut-être le seul que je vais autoriser à redécorer le Buena. Je crois Quand je disais que ça dépendait. C'est l'AG mercredi prochain, on pourra mettre ça au vote comme proposition. J'ai des stocks à vendre. Simon président. Suite à ce podcast, vous retrouverez l'article poster de Simon nu sur lepasse-temps.com. Par contre, si Lou avait dit qu'il avait joué à Cognito en solo pendant toute la nuit, je pense qu'il avait 10. Voilà, c'était top 10. Bon, mais j'espère que vous êtes autant marrés que nous, car à chaque fois ça marche. C'est très sympa. Moi, j'aime bien le truc. Ouais, j'ai découvert. J'aime bien les trucs justement qui vont nous permettre de nous exprimer, de défendre un petit peu des choses. Donc c'est très chouette. Pour moi, c'est un jeu d'apéro qui a un peu la portée d'un jeu comme Blanc Manger Coco où t'as pas besoin de réfléchir pour y jouer et tu vas y faire de jouer des gens qui ont jamais touché un jeu aussi. Mais je trouve que c'est pas vulgos et que quand t'as peut-être une carte où t'as envie d'être un peu vulgos. Et donc t'as envie un peu de déconner, mais... Lune a l'air encore une fois de pas être d'accord sur c'est pas vulgos. Non, mais j'ai un avis assez mitigé parce que je vais le rapprocher d'un jeu qui s'appelle Insider, auquel j'ai beaucoup joué et que j'adore. Oui. Mais celui-là, j'aime pas pour les mêmes raisons que j'aime Insider en fait. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Effectivement, c'est pas clair là. En fait, ce que disait Yog, c'est... il faut inventer des choses. C'est les joueurs qui vont vraiment faire le jeu. Il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir. C'est un jeu où il faut avoir de l'imagination, etc. Ah, c'est beaucoup plus impliquant. Tu dois vraiment plus faire l'effort de jouer le jeu, quoi. C'est ça. C'est un pur jeu d'ambiance. Et j'ai du mal avec le jeu d'ambiance qui doit te mettre en avant, en fait. Qui demande de l'investissement personnel. Voilà, vis-à-vis des autres. Alors qu'Insider, t'as ton tour qui arrive et puis t'as ton truc de réflexion, etc. Là, c'est un peu plus. C'est un peu stressant, t'as une page blanche et t'inventes quelque chose après le numéro. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'aime pas spécialement ce jeu. Ouais, mais ça, je comprends complètement parce que ceux qui ont pas tellement d'imagination, ça va les bloquer complètement. Enfin, je sais pas, je connais des gens qui aiment pas Dixit aussi, alors que j'adore, parce qu'ils ont aucune idée de quoi dire. Et ça les bloque, mais complètement, et ça les frustre. Et je comprends complètement aussi que dans ce jeu, ça puisse frustrer certains. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que l'alchimie, elle passe bien avec Top 10. Je sais pas, mais parce que tu rebondis tout le temps sur celui d'avant. Comme on parle les uns après les autres, on est tous dans le flou, on sait pas quel numéro on est, et qu'on fait une sorte de running gag où on va faire une blague par rapport à ce que l'autre a pu dire juste avant. On va copier des éléments de langage qu'il a utilisés. Et c'est là où on est moins à poil, et moi aussi j'ai cette peur, comme toi, de devoir raconter quelque chose un peu débile gratuitement parce qu'on nous l'impose. Et je trouve que ça c'est moins effrayant avec ce jeu-là. C'est pour ça que je pense aussi que je l'ai un peu apprécié. Après, à voir comment ça se passe avec une table où les gens ne se connaissent pas. Est-ce que la glace peut se briser facilement? Autant un Insider, ça pose clairement pas de problème. Un jeu comme ça, s'il y a des gens timides autour de la table ou quoi, il peut y avoir un gros blocage et puis ça va pas débloquer la soirée pour autant. Et puis là, c'est censé être un jeu d'ambiance, quoi. Là, on parle, mais souvent les cartes te demandent de faire des mimes. C'est mimer votre réaction, ce machin, cela, et voilà. C'est encore plus impliquant. Il y a un jeu aussi, comment ça s'appelle Comment j'ai adopté un gnou, je sais plus quoi. Ouais. C'est un peu pour moi, c'est la même expérience en fait. C'est des jeux de théâtre d'impro en fait. Oui. Ouais. C'est la différence entre une fois ou les trucs comme ça, quoi. Si je passe à jouer, c'est aussi la différence entre Mysterium et Greenville. Mysterium, en fait, le jeu il marche, que tu veuilles le jouer ou pas, ça va marcher quand même. Là où Greenville, t'es obligé de raconter. Oui, il faut raconter. Tu racontes la life de ton perso, c'est beaucoup plus impliquant. Ouais. Merci Jules, en tout cas. Donc merci. Top 10, un jeu. Et d'ailleurs, on remercie l'auteur.
qui est Aurélien Picolet, et l'éditeur Cocktail Game. Et merci à eux. Et donc Top 10, un jeu qui sort en mai, je crois. Dont l'intérêt est fait par les joueurs, comme souvent c'est le cas pour les jeux d'ambiance. Alors, pour introduire la conversation ce soir, comme à ma petite habitude, je me suis fendu d'une petite tirade que je vais vous conter. Alors, vous savez tous que pour pouvoir jouer, il y a besoin de deux choses, d'un jeu et de joueurs. Alors d'abord, d'où vient le jeu ? Alors celle-là, je vous le dis, tout de suite, elle est facile. Si un jour vous avez envie de raccourcir le temps d'une émission, je vous propose le sujet suivant. D'où vient le jeu ? J'ai fait mon travail, j'ai cherché sur l'internet et je suis tombé sur ceci. L'ennui fait le fond de la vie. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, les romans et l'amour. Citation de Miguel de Unamuno, écrivain espagnol du début du XXe siècle. Source Wikipédia. Ce qui donne de manière plus prosaïque. Si on joue, si on s'amuse, si on bouquine ou si on fait l'amour, c'est qu'on s'emmerde. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on s'emmerderait si on ne jouait pas et si on ne faisait pas l'amour ? Bon, ça c'est réglé, on sait d'où vient le jeu. Maintenant, il faut des joueurs. Imaginez un tas de riz. Imaginez ce même tas auquel on enlève un grain. Ce sera toujours un tas. On peut enlever un autre grain et ce sera toujours un tas. À chaque fois qu'on enlève un grain, le tas reste intact. Jusqu'à ce que finalement, à force d'enlever des grains, on se retrouve avec un seul grain. Suivant cette logique, ce grain devrait être considéré lui-même comme un tas, car à aucun moment l'ensemble des grains de riz restants aurait perdu son statut de tas. Sauf que un grain de riz n'est pas un tas de riz, et un tas de cailloux et un tas de sable n'ont probablement pas le même nombre de grains. Peut-être que le tas n'existe pas vraiment. Ce paradoxe s'appelle le paradoxe Sorite. Vous apprenez des trucs avec moi ce soir. Il nous explique que nous n'avons jamais vraiment cessé d'être des grands singes à un moment précis, et nous n'avons jamais vraiment commencé à être des êtres humains à un moment précis. Et par extension, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est devenu joueur. Ce qu'on sait, par contre, c'est quand on n'est plus joueur. Et ça, on le sait grâce à Georges Bernard Shaw. Petit tour de table, Georges Bernard Shaw, c'est qui ? C'est un écrivain anglais. D'accord. Parfait. Quelqu'un d'autre le savait ? Oui, répondez honnêtement. C'est un joueur de curling biélorusse. Chaud comme le chocho, c'est un rapport avec les chiens ? Non, Georges Bernard Shaw, cacao, je crois, il me semble exactement. Donc effectivement, c'est un écrivain irlandais du début du XXe, un prix Nobel de littérature en 1925. Vous apprenez des choses avec moi. Source Wikipédia. Donc Georges Bernard Shaw qui a cette première caractéristique de nous permettre de vaguement nous dédouaner de pas mal de disputes avec nos compagnons, compagnes, maris, épouses, pères, mères, grand-mères, rayer la mention inutile, quand on aborde les divers sujets et variés tels que « Et qu'est-ce que c'est que cette livraison ? Et t'as acheté ça combien ? Et où est-ce c'est quoi cette bouteille de lait ?» Et où est-ce qu'on va le mettre ? Et ça prend une de ses places. Et il n'y avait pas celui-là la dernière fois que j'ai regardé. Et ça prend la poussière. Et est-ce que tu y joues vraiment d'abord ? Ouais, c'est bien simple, je me rappelle même déjà plus de ce qu'il a dit. Georges Bernard Shaw, donc, a cette seconde caractéristique d'être inconnu, de 96,7% des personnes qui le citent. Alors, source, c'est un sondage express réalisé à l'instant autour de la table et au doigt mouillé. Cette citation est la suivante. On n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer. Donc c'est facile. Il suffit de continuer à jouer et on ne deviendra pas vieux. Si un jour vous avez envie de raccourcir le temps d'une émission, je vous propose le sujet suivant. Comment faire pour rester jeune ? Et en plus, mon petit doigt mouillé me dit qu'il y a du pognon à se faire. Mais ce n'est pas le sujet ici. Quand devient-on joueur ? Est-ce un statut, une condition, un titre honorifique ? Une identité, une reconnaissance sociale ? Sommes-nous nés avec ? Existe-t-il un capital ludique qu'il nous appartient d'exploiter, de développer, comme le sens de l'humour, la créativité ou l'intelligence ? Ou bien alors ce serait une construction, comme le genre, la catégorie socio-professionnelle ou la classe sociale ? Alors ce soir, penchons-nous sur cette question. À quel moment devient-on joueur ? Et je vais vous laisser la parole, mes amis. Wow.
C'est toujours avec tes introductions, on sait jamais où est-ce qu'on va. En fait, c'est bien de tourner. Hein. Mais volez-lui ce dictionnaire de citations. Moi, je suis devenu vieux à la fin de l'intro. J'arrête de jouer. Ah bon, il faut passer par Pau pour aller à Strasbourg. Non, hein, je suis tombé sur une autre situation de Pierre Desproges et je ne peux pas ne pas la dire. Alors en plus, ça tombe bien parce que hier c'était la journée internationale du droit des femmes. Ça sera très court. Et je me désole de toutes les interprétations qu'on fait de cette phrase, mais je la trouve très rigolote. Je pense que nos avis divergent. Quand je m'accroche à mon casque, On est prêts. Alors c'est de Pierre Desproges, donc je disais, et en référence à la journée d'hier, la femme est souvent pour l'homme un agréable compagnon de jeu. Voilà. oh mon Dieu. C'était ce qu'on appelle un beau blanc. Un beau blanc, quelle horreur. Voilà. Oh non. Alors, Simon, on va oublier cet épisode pathétique. Allez, Simon, rebondis un truc rigolo avec un esprit. Simon, on va oublier ce passage pathétique que je viens ce malaise que je viens de provoquer. Ah non, c'était Pierre Desproges. J'ai pas dit de la merde, c'était Pierre Desproges. Ah, alors ça va. Autant pour moi. Pour citer... Tu vois, tu aurais dit la même phrase derrière, tu aurais dit disait Nadine Morano. De suite, ça marche plus. Non mais. Merci, c'est bon pour ce deuxième blanc. Simon, du point de vue d'un professionnel, d'après toi, si tu devais catégoriser. Alors, les volets du jeu, de l'amusement, de tout ce qui est boutade et charade, je souhaiterais me prononcer sur ce sujet. Non, sérieusement, est-ce que toi tu as tendance à catégoriser la clientèle comme étant des joueurs ou des non-joueurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? C'est un gros newbie qui vient d'arriver dans la boutique. Ouais, non, en fait, tu peux pas faire ça. Non, la question de est-ce que qui c'est qui à quel moment on se considère comme joueur ou pas, c'était voilà, on lance celui-là parce qu'on en discutait l'autre soir en fermant la sauce, et c'est une vraie question, c'est à quel moment parce que je pense qu'on est pas mal à se considérer autour de la table comme étant des joueurs. Mais à quel moment ça commence ou dans la tête en fait on se met ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, en fait, bon, parce que évidemment on va dans des assos de jeux, on passe nos week-ends à jouer avec des jeux avec des potes, on a une pièce, un mur, un truc et on part en vacances dans des endroits où il y a des jeux. Donc voilà, c'est ça devient un peu une passion qui comme ça un peu te grignote petit à petit socialement. Mais du coup, en fait, la question, c'est plus à partir de quand on se considère joueur, mais en tant qu'adulte. Parce qu'un enfant, il se pose pas la question, il joue, il aime bien jouer. Et ben, c'est ça l'idée. C'est que moi, quand j'étais gamin, en fait, je m'en suis pas rendu compte. En fait, l'idée aujourd'hui de faire autant de jeux, ça m'a fait vachement réfléchir. Mais qu'est-ce que je faisais quand j'étais gamin? Et en fait, je me suis rendu compte que je jouais tout le temps quand j'étais gamin. Tu fais que ça, et lire des bouquins, et mettre le feu à des insectes, et tu fais que ça. On a encore une fois pas la même enfance. Puis après, plus tard, c'était les petits animaux. Ouais, un insecte, un cousin, un truc. Et donc en fait, tu fais tes cousin, on parle d'animal ou? Je tiens à saluer Julien. Et donc en fait, je me suis rendu compte de ça. Et ce qui m'a fait dire, mais en fait, à quel moment c'est reparti? C'est quoi le déclencheur qui a fait dire que alors moi il y a plusieurs trucs. Il y a effectivement je joue au Colon de Catane chez des potes et je me dis mais en fait c'est ça un jeu de société, c'est ça que j'aime bien faire. Et très vite en fait dans ma tête ça a né l'idée que ce que j'aime bien c'est voir mes potes, qu'on fasse les cons et tout etc. Mais j'aime bien que ça se fasse autour d'un jeu. Et ça devient pour moi un leitmotiv si j'ai deux soirées, quand j'ai 19-20 ans, si j'ai deux soirées pareil avec des mêmes potes à gauche à droite, et ben s'il y a une soirée où je sais qu'il y aura les Colons de Catane ou le Loup-Garou ou Elixir, je vais plus avoir envie d'aller à cette soirée-là. Parce que je suis déjà, le terme de joueur il est pas encore hyper marqué, mais j'ai cette envie-là. Et après, il y a l'envie de découvrir des nouveaux jeux. Je pense qu'il se raccroche vachement en termes de joueurs, c'est carrément t'es pas satisfait. Tu te satisfais pas de ce que t'as, tu veux toujours aller découvrir d'autres trucs, une sorte de boulimie. Là, c'est plus l'enfant qui joue, là, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie de découvrir un milieu culturel. Exactement. Si tu sors de la répétition de Catan, t'en as fait 200 parties, le jeu d'après t'en feras 100, le jeu d'après t'en feras 50, le jeu d'après t'en feras 10, et tous les jeux d'après t'en feras 2 parties. Et moi, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. On est à Rouen, on est au Bazar du Bizarre à Rouen, j'ai une pote qui achète ça, mais ça coûtait déjà 50 et quelques euros à l'époque, ce qui était déjà hallucinant. Tous les jeux valaient 30 balles à l'époque.
Et elle achète ça. Moi, j'achète Mystère à l'abbaye et Macabana aussi ce jour-là. Elle achète ça et les Aventures du Rail. Bref, on arrive chez elle et elle déballe les Chevaliers de la Table Ronde. Et là, oh là là, le truc quoi. C'est-à-dire moi, j'avais acheté Carcassonne la semaine d'avant quoi. Et là, tu regardes les Chevaliers de la Table Ronde, le plateau, il y en a 4 à l'intérieur quoi, des plateaux. Il y a des figurines. Ah bon, j'ai des meeples en bois tout moche. Le plateau, il est juste ouf, quoi. Il est contrasté. C'est pas juste la pauvre flotte de Macabana. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Et là, je me dis, putain, merde, en fait, c'est ça un jeu, quoi. Ça peut autant envoyer du bois que ça. Et on commence à la règle à y jouer. Je fais, mais attends, mais c'est coopératif, faut qu'on joue ensemble. Ah, mais il y a un traître. Mais putain, c'est le loup-garou, le truc. Et en fait, petit à petit, je crois qu'on n'a même pas fini la partie de jeu là, je me prends plusieurs supercuts dans la tête à me dire putain mais en fait c'est ça, c'est aussi cool que ça les jeux et ça va s'en suivre que perpétuellement je vais essayer de rechercher des trucs où je me prends aussi des waouh, cet émerveillement là que j'ai pu avoir ce jour là et je le définis assez à ce moment là le fait que je me dis ok moi c'est ça que je veux trouver c'est ce qui m'excite dans la vie de trouver ces trucs là quoi. C'était ma quête de joueur. Mais c'est sans doute à ce moment-là, mais c'est toujours rétroactif. Je me dis, c'est là que ça commence, le moment où j'ai envie de jouer, où je joue dans des assos, après, etc. quoi. Je sais pas si il y a un jeu comme ça aussi qui vous a fait cet effet-là, qui vous a fait un peu rentrer dans le monde du jeu, ou qui vous a fait dire... j'ai envie d'y être. Ouais, qui vous a rongé le bras. Moi, c'était... pendant des années, ça a été Horreur à Arkham. C'est que je considérais comme une espèce de fantasme inatteignable avec des parties de 8 heures que je n'achèterais sans doute jamais, que je jouerais peut-être, mais ça a été Horror Arkham, ouais. Et là, tu t'es dit, à partir du moment où tu as eu Horror Arkham, tu t'es considéré comme étant un joueur, en fait. Moi, j'ai tendance à chaque fois que je m'intéresse à quelque chose, de m'intéresser avec beaucoup de passion et d'excès, presque de l'excès, et de le faire dans tous les sens. C'est-à-dire que je m'intéresse à la profession, je m'intéresse à la presse, je m'intéresse à l'édition, je m'intéresse aux auteurs, je m'intéresse la manière dont c'est fabriqué, etc. Tout le process. Et donc, du coup, ma vision de ce que c'est d'être joueur, c'est ça. Alors qu'on n'a pas besoin de ça pour être joueur, en fait. Il y a plein de manières d'être joueur. Oh, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Et toi, Emeline, parce que tu joues depuis sans doute moins longtemps que nous, parce que moi je te parle de ça, c'était en 2005 ou un truc comme ça. C'est quoi les trucs qui t'ont fait? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu te dis ok, je vais aller dans une assoce de jeu, Mais en fait, je suis super triste parce que je n'ai aucune idée du jeu qui m'a fait venir au jeu. Enfin, merci. Alors voilà. Non, mais c'est ça, j'arrive pas à me souvenir de ce jeu qui m'aurait fait basculer. En gros, moi, j'étais une joueuse de tarot en famille. Oui. On jouait énormément au tarot, donc c'était des jeux de cartes. Après, quand j'étais petite, je jouais tout le temps à ma mère. Les cartes, c'est magnifique. Chez beaucoup de monde, ça a permis d'entretenir l'amour du jeu dans les familles. Ouais. Tu vas en cours de français ou on fait un tarot? Allez. Tarot, Uno, tu vois aussi. Bon, voilà, carrément. Le Uno avec les 40 variantes différentes de je te tabasse à je te mets 4 plus 4 à la suite. Et après, je crois que c'est interdit, juste... hein. J'ai appris que c'était interdit. Non. Tu comprends pas l'essence du jeu, là. Donc voilà, non, c'était ça. Et après, je crois que c'est juste, je suis passée direct en assos. Et après, c'était fini, quoi. C'était en assos, c'est fini, t'es mort. Tu passes ta vie à la sauce, tu passes ta vie à vouloir acheter tous les jeux, à vouloir tous les tester et à vouloir les faire tester autour de toi. Parce qu'il y a aussi cette envie de tu es joueur et tu veux que les autres deviennent joueurs. Mais moi je crois que c'était ça aussi. Moi je crois que c'était des copains pour moi c'était une souffrance pour mes potes quoi. Je me rends compte rétrospectivement que je les faisais jouer à des trucs mais pas possible. C'est-à-dire que mes potes avec qui aimaient bien jouer à Elixir et tout le reste leur passait au-dessus. Tous les week-ends, je leur ramenais Mare Nostrum. et en fait, elle était traumatisée par ça. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, attendez, mais moi, je comprends les règles, pourquoi? Et ça ne me rentrait pas dans le cerveau qu'elles en avaient rien à foutre de Mare Nostrum. Et maintenant, ils vendent des jeux. Bravo. Ouais. Non, mais je te jure, et j'ai retrouvé, je refouillais sur mon téléphone, et j'ai retrouvé des trucs filmés, tu sais, au téléphone, en 640 par 320. Ma pote qui maintenant est prof de français, enfin les jeux elle a rien à foutre. Et justement, j'ai trouvé une vidéo, je la faisais jouer au Chevalier de la Table Ronde. Et là, mais t'as l'impression de voir quelqu'un qui a la grippe, quoi, assis sur une chaise. Sur cette vidéo, tu sens qu'elle est pas là, quoi. C'est terrible. Mais voilà, il y avait cette envie d'en mettre dans la tête de tout le monde. Et du coup, ce que je vous disais, dans les soirées, je ramenais tout le temps des jeux, quoi. Alors, Loup-garou, ça marchait, mais alors Mare Nostrum... Jules, est-ce que le joueur est prosélyte?
Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez peut-être. Est-ce qu'il a envie de que tout le monde autour de lui fasse ça? Alors, d'avoir de plus en plus de fidèles et d'adeptes. Le joueur, j'en sais rien. Moi, je parlais pour moi. Et tout à l'heure, quand tu disais, quand tu te passionnais pour quelque chose, enfin, quand tu commençais à t'intéresser à quelque chose, t'avais envie d'y aller passionnément. Ouais. Et ça a fait écho avec mon expérience parce que c'est vrai que j'ai ce même caractère. Et donc forcément, quand je trouve de la beauté, de l'étonnement, de l'intelligence dans un média ou quoi que ce soit, quelque phénomène que ce soit, j'adore le partager avec les gens que j'apprécie. J'adore aussi pouvoir avoir de plus en plus l'occasion de pratiquer ça avec d'autres personnes. Donc le jeu, pourquoi j'en fais énormément aujourd'hui? Parce que j'ai découvert que c'était la passion qui me faisait le plus plaisir actuellement. De toutes les choses auxquelles je me suis passionné, c'est là où j'avais l'impression qu'il y avait ce potentiel créatif qui m'étonnait à chaque fois, ou en tout cas très régulièrement, et auquel j'avais envie de mettre les mains dedans moi aussi pour participer à cette création-là. Et donc c'est pour ça que je suis actif maintenant au milieu de plein de joueurs. Mais c'est peut-être pas pour ça que je suis devenu joueur du tout. C'est, à mon avis, donc là je rejoins plutôt Emeline, c'est les cartes, la coinche. Je pense que quand j'étais étudiant, c'était des études assez longues, je pense que pendant mes 6-7 années d'études, on a joué à la coinche entre 3 et 7 fois par semaine, 3 et 7 nuits. C'est un peu pour ça qu'on va à la fac en même temps. Ah heureusement qu'il y a la fac pour entretenir notre niveau de coinche. Donc donc les cartes tout le temps, enfin ça permet de... Enfin, on est joueur et souvent c'est admis quand tu commences à devenir un jeune adulte que tu as droit de continuer à être joueur avec les cartes. T'es pas regardé comme un gamin ou comme un geek parce que les cartes c'est assez universellement accepté. Donc je pense que c'est ce qui permet à beaucoup de gens de rester joueurs. Ouais. En même temps, est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui n'ont passé une enfance à pas jouer, enfin du moins pas à des jeux de société Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui vient un peu de là à la base. Alors, c'est pas pour rebondir de ce qu'a dit Simon, mais plutôt de ce que vient de dire Jules. Comme quoi, quand on devient adulte, on peut se considérer comme joueur sans qu'il y ait une connotation un peu négative, geek ou quoi. Je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, j'ai pas l'impression, je me considère pas comme un joueur. Même si j'en suis un, je pense, mais parce que c'est une connotation pour moi qui est négative par rapport aux autres. Par exemple, dans le cadre du travail, dans le cadre du travail, c'est compliqué de dire, voilà, moi j'aime bien les jeux de société. Et là, il va falloir expliquer très souvent pendant 5-10 minutes ce qu'est un jeu de société, etc. Et c'est un peu à mettre en parallèle avec par exemple les jeux vidéo. Ceux qui jouent à des jeux vidéo, ça va avoir très souvent une connotation qui est un peu négative, et j'ai pas spécialement l'énergie ou l'envie de défendre ma passion, et donc je me considère pas en tant que c'est un peu entre conteux, genre en soirée tu diras tu préfères dire autre chose plutôt que de dire ma passion c'est les jeux de société. Ouais. Pourtant c'est justement à la mode. Alors, c'est à la mode. Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas, qui continuent à croire qu'il y a il y a que du hasard et qu'on fait ça pour passer le temps, que c'est vraiment pour le coup un passe-temps. Rien à voir. Mais c'est un passe-temps qui commence à être accepté. Ouais, je trouve que socialement ça passe vachement mieux qu'avant quand même. Je suis pas totalement convaincu. Ouais. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a la tête dans le guidon dedans qu'on se dit ah ouais, ça commence à être à la mode. C'est cool de faire du jeu de société, etc. En France, il y a 20 millions de boîtes de jeux qui ont été vendues. Alors, dans ces 20 millions, il y a 8 millions de Monopoly, Blanc Manger Coco, 9 millions de Blanc Manger Coco. Un truc comme Blanc Manger Coco, par exemple, t'as des gens qui disent on a passé une soirée, on a joué à ça, et qui du coup, après, vont découvrir d'autres trucs. Je suis pas sûr. Après, est-ce que c'est pas le cas un peu de toutes les passions? C'est-à-dire que de gens qui passent. Alors à chaque fois, moi j'adore comparer le monde du jeu genre aux gens curling. Ouais, au curling ou aux gens qui font du tuning, tu sais, à faire par exprès, à l'opposé à une passion vraiment... C'est une passion ing. Ouais, la passion qui fait pas rêver, quoi. Mais je fais Le gaming. Ouais, le gaming, bravo. Mais voilà, c'est des trucs
Effectivement, tu dis, les mecs ils passent leur week-end à faire du tuning et on va les regarder un peu de haut. Et je me dis que les mecs qui sans doute sont en train de faire un week-end tuning, si quelqu'un leur dit moi je passe mon week-end à faire des jeux, ça se trouve les mecs qui font du tuning ils le regardent de haut en fait, ça se trouve. T'es le Jackie de quelqu'un d'autre, forcément. Ouais. Tout le monde est le Jackie de quelqu'un. Moi je suis persuadé d'être le Jackie de plein de gens, c'est sûr. Lou, toi, quand la dernière fois on avait discuté du côté un petit peu social du jeu de société, tu disais que toi j'en conclus ça, t'as plutôt tendance à jouer entre joueurs. Ouais. Donc du coup, tu disais que t'avais pas trop tendance à faire du prosélytisme pour inviter des gens que tu soupçonnerais être des joueurs potentiels. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais joueur ? Un mauvais joueur, il va voir un jeu. Il va jouer. Alors que le bon joueur, il va voir un jeu. Et puis là, il va jouer, quoi. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Donc, non, mais après, j'aime bien en rire des fois quand je joue à un jeu expert et qu'à côté, il y a un jeu d'ambiance, il faut un peu de bruit. Ça fait chut, nous, on joue à un vrai jeu. Ou alors, silence, on joue, c'est sérieux. C'est des trucs comme ça, mais bon, j'en joue un peu. Mais après, je pense que j'essaie de pas trop catégoriser à dire toi t'es pas un joueur parce que tu joues à Top 10. Il n'y a pas vraiment de catégorie de joueur. Moi je le vois vite au magasin en fait. T'as quelqu'un qui va dire je joue à rien, je voudrais acheter un jeu, et en fait tu peux comment dire, tu pourrais dire je te vends les trucs de base machin, mais ça se trouve ce mec là c'est lui qui dans 15 jours va se mettre à t'acheter tous tes gros jeux experts du magasin, parce que moi j'étais dans ce cas là quoi, je joue à rien et tu peux pas avoir de mépris ou de condescendance vis-à-vis des gens, ça sert à rien, ils font ce qu'ils veulent et celui dont ils ont envie quoi. Oui, Emeline. Je dis, moi je suis bibliothécaire et je vois complètement le rapport avec les livres. C'est pareil, quand tu commences à lire ou quand t'es petit, etc., on va te dire, il y a ceux qui sont un peu élitistes qui vont te dire ah mais non, tu lis pas de BD, enfin la BD c'est pas de la lecture, ah non, les mangas c'est pas de la lecture, alors que si, carrément, parce que vraiment, tu peux commencer par là, déjà tu peux rester sur ça, c'est déjà génial, parce que ça te fait lire quoi qu'il en soit, et même en arrivant par cette porte d'entrée, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à aller plus loin et à lire des choses peut-être un peu plus épaisses, et à lire des romans. Et voilà, c'est pareil pour le jeu de société, tu peux dire ouais tu joues au Monopoly, c'est pas un jeu. Mais si, mais complètement, que si tu t'éclates avec ce jeu-là, vas-y, joue. Et peut-être qu'après tu auras envie de voir autre chose et tu découvriras encore plus. Mais pour moi, il faut faire attention à pas être élitiste comme ça, et c'est un peu la même chose. Boris, j'avais une petite question pour toi, de ta grande expérience. Est-ce qu'il n'y a pas des archétypes de joueurs qui se dessinent ? Est-ce qu'il n'y a pas des différents profils de joueurs en fait ? Je pense que chaque joueur est unique, donc du coup dire qu'il y a des archétypes, sûrement. Après on a tous des affinités dans la vie, donc effectivement c'est vrai qu'à l'association il y a des gens qui vont avoir plus d'affinités avec un type de jeu ou un autre. Lou parlait justement des gros jeux où nous on fait un vrai jeu. Et il y a des joueurs qui, à l'inverse, pour eux, un gros jeu, c'est pas un vrai jeu. Parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut se creuser la cervelle. Et ils disent, non, moi, si je joue, c'est justement pour me faire plaisir, pour pas me prendre la tête. Et donc, pour moi, un vrai jeu, c'est un jeu où je vais rigoler, où je vais exploser de rire et toutes les tables autour vont faire chut. Mais justement, moi, c'est là où je m'amuse. C'est le jeu. Tu partages un truc avec les gens autour de la table et t'es pas en train de faire tes calculs dans ta tête, dans ton coin. Et exactement. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs, peut-être catégories, mais d'un autre côté, on peut aussi aimer ces différents types de jeux, et c'est pas parce que je joue à des gros jeux que je vais jamais aimer faire un petit jeu. Et donc, c'est vrai que Simon parlait des chevaliers de la table ronde. Tu me confonds avec ton mec, ça va pas aller. J'avais plusieurs. Enlève ta main de Alors, sous la table, les gens ne voient pas. Tu parlais des chevaliers de la table ronde que j'aime beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Top 10. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de jeu. Donc je pense que il n'y a pas vraiment de catégorie de jeu. Il y a sûrement des gens qui jouent beaucoup plus à un type ou un autre de jeu. Mais à partir du moment où on est attablé avec des gens avec qui on s'entend bien et que le jeu a une bonne mécanique, je pense qu'un joueur peut jouer à peu près n'importe où et à n'importe quoi et trouver du plaisir
là-dedans. Et toi, à quel moment tu t'es considéré en termes de joueur? Tu t'es dit, ok, je suis joueur, en fait. Alors j'aime bien cette question parce que quand on a abordé le premier depuis quand je suis joueur, je me suis dit mais je suis joueur depuis toujours parce que depuis que je suis gamin, je joue en famille avec mon père. On était dans un jeu et il fallait aller ranger ma chambre ou que lui prépare le repas et tous les deux on était là à dire à ma mère ah non mais là on est occupé, on fera ça plus tard, de ne pas vouloir quitter le jeu. Et donc j'arrivais pas à dire à partir de quand j'ai commencé à jouer. Par contre, à partir de quand je me suis considéré comme joueur, à partir de quand j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était un jeu et que c'était forcément quelque chose et que il n'y avait pas n'importe quoi pour jouer, c'est quand on m'a offert le jeu Veni Vidi Vici. Alors ça parle pas beaucoup, mais oh la vache, ouais, je m'attendais pas. J'ai comme une sorte de remontée de vieux jeux. Voilà, mais alors pour être très simple, c'était le premier jeu qui a été réédité sous le nom de Small World. Voilà, donc là, ça parlera beaucoup plus. Ouais, c'est Vinci, très exactement. Oui. Je sais pas ce que j'ai dit. T'as dit Veni Vidi Vici. Ah oui. Vinci. Qui était encore un autre vieux jeu politique, peut-être un Knizia aussi. Bref, on s'en fiche. Voilà. Ouais, c'était Vinci. Ok. C'était Vinci. Et donc, du coup, mais il me semble qu'il y a Veni Vidi sur la boîte aussi. Je regarderai ce soir. Donc du coup, ce jeu, en fait, il fallait d'abord choisir sa faction et elles avaient chacune un pouvoir particulier. Et après, il fallait les épandre et décider à quel moment on se met en déclin pour reprendre une nouvelle faction. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait toute une mécanique derrière, que c'était pas uniquement je passe un petit moment, je fais un peu les choses comme ça et je verrai bien, mais qu'il fallait que je réfléchisse, que je pouvais prendre des choix et que refaire une partie allait me permettre de tester autre chose. Et donc c'est vraiment ce jeu-là qui m'a fait comprendre qu'un jeu, c'était pas juste un jeu, mais qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait à réfléchir et à ne pas faire n'importe quoi, et où j'ai vraiment pris conscience que j'aimais ça. J'aime bien vos expériences, Boris et Simon, parce qu'en fait... dérape pas trop. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça a ça en commun de se dire que finalement, devenir joueur, c'est passer par la découverte de... Un jeu, c'est pas seulement un jeu de hasard ou un vieux jeu, c'est quelque chose de nouveau, moderne. Je vous pose la question ensemble, Émilie ou Amy. Est-ce qu'il y a eu effectivement des jeux qui vous ont fait basculer? Et j'aimerais aussi poser une question à toute la tablée. Est-ce qu'on est joueur de jeux vidéo comme on est joueur de jeux de société, comme on est joueur d'autres choses? Alors moi, le premier jeu qui m'a fait basculer, j'étais en colo et un animateur nous avait fait jouer en temps réel, donc sur plusieurs jours, au Loup-garou de Tiercelieu. Et en fait, chaque matin, on avait l'annonce en gros village du mort de la nuit, et toute la journée de discussion, et à un moment donné, un vote en fait. Et à partir de là, j'ai dit, ah mais c'est vachement bien ce truc-là, comment est-ce que je peux faire, moi, dans la campagne où habitaient mes parents, pour jouer à ce truc-là? Et donc j'ai commencé à aller sur Internet et à jouer sur des forums. Et plus tard sur Toulouse, il y avait un rassemblement de jeux auquel on s'était retrouvé avec des joueurs du forum en question. Et on avait découvert, il y avait Cash and Gun, il y avait plein d'autres jeux. Et je fais, oh c'est vachement bien, je veux en découvrir plus. Je suis rentrée chez moi, j'ai tapé association sur Toulouse et je suis tombée sur une asso, puis j'y étais, je crois, dès le mardi suivant ou un truc comme ça, et après j'ai plus jamais lâché. Et c'est rigolo quand tu parlais, Simon, des Chevaliers de la Table Ronde, parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué et que j'ai bien accroché de suite. C'était en quelle année ça, ton histoire de loup-garou? Je sais pas en fait. C'est parce que là, je crois qu'à l'époque c'était tellement à part ce jeu, je crois que ça a dû mettre un uppercut à pas mal de gens, ce truc-là. Mais c'est marrant parce que du coup t'es devenue joueuse de jeux de société. Sur des forums internet, enfin, c'est un truc. Ouais, c'est ça en fait. J'ai commencé. C'était sur le Minitel. Non, c'était sur un forum internet. J'étais sur 3615 Jungle Speed. Et je pense que la première année, mes parents s'en souviennent encore, parce que je crois que j'ai explosé le forfait. Mais c'était l'enfer. Ça. Je fais un peu engueuler. Mais ouais, c'était vraiment la première expérience de jeu, et puis de rencontrer des gens, puis d'aller dans les assos et de découvrir qu'il y a des gens avec qui je peux jouer. Et... Parce que moi, je suis toute seule dans ma famille en fait, et mes parents ne jouent pas du tout, ma cousine non plus. Et donc c'était très compliqué pour arriver à jouer à quoi que ce soit à la maison en fait. C'est vrai que pour être joueur, il faut avoir des gens avec qui jouer, c'est important. Ah bah, c'est-à-dire que j'avais découvert le tarot en colo pareil, et j'en étais quand même rendu à me faire des parties solo en jouant tous les rôles au tarot quoi. Il fallait vite que je trouve d'autres gens. Besoin de jouer. Oh là là. Oh le truc. Tu te rends compte, Yog, de ta phrase pour tous les joueurs solo?
de jeux de société. Oui, c'est pour ça je me faisais la réflexion. La fin de ma phrase était effectivement, sauf si on est joueur solo. Non mais eux ils sont déjà joueurs, les joueurs solo. La question c'est est-ce que Smart Game par exemple est en train de faire émerger une nouvelle génération de joueurs, tu vois, mais je pense pas qu'en Arcane le jeu solo ça finit de convaincre ceux qui sont déjà convaincus, quoi. C'est quoi Smart Game? Smart Game c'est les petits candidates en plastoc antivirus, Rush Hour, des petits jeux pour les enfants de 6-10 ans, tu vois. D'accord. Why Me, moi je veux savoir l'avis de joueur de Why Me, enfin. Parce que c'est quand même le mec qui est le plus joueur que je connaisse, quoi. Ouais, avec lequel t'aimes le moins jouer, parce que... Oui. Parce qu'il râle tout le temps, c'est l'enfer. C'est pas vrai, je râle que sur les jeux que j'aime pas. Et il y a beaucoup de jeux que j'aime pas. Oui, mais à jouer avec moi, je joue toujours à des nouveaux jeux, alors forcément, c'est l'enfer. Mais moi, alors, je sais pas si je me considère comme joueur ou si je me définis comme ça en premier lieu par rapport à... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que je suis né joueur? C'est possible. Qui suis-je? En tout cas, si tu l'es devenu en chemin, t'as pris un sacré truc dans la figure. Non, mais voilà, je me rappelle de parties de Monopoly avec mes parents quand je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle d'avoir joué au tarot aussi avec la famille, avoir fait des soirées tarot le samedi. Je me rappelle, après, comme je suis fils unique, d'avoir joué beaucoup sur ordinateur, sur Amstrad, CPC, bonjour les années 80. Et donc j'ai joué pendant toute cette période. T'étais pas Atari, toi? T'étais pas Atari? Si, la console, Atari 2600. Mange. Mais je t'emmerde. Et donc voilà, j'ai joué pendant toute mon adolescence. Après, j'ai découvert Magic, j'ai joué à Magic, pendant mes années d'études sur Toulouse. Je suis retourné sur Paris, et puis Magic sur Paris, comme c'était plus avec des potes, c'était une ambiance de compétition qui m'intéressait pas, donc j'ai joué à d'autres jeux de cartes à collectionner, comme Netrunner, comme Warhammer 40 000, comme Seven Sea, dans lesquels je me suis beaucoup investi, et on jouait avec plutôt entre copains, enfin, je me suis fait des copains comme ça. Mais à l'époque, à Paris, il n'y avait pas vraiment de club de jeux de société, où c'était pas aussi répandu que ça. Et je suis revenu à Toulouse, parce que mon boulot à Paris le boulot m'intéresse pas. La vie à Paris m'intéresse encore moins. Mais elle a l'avantage de pouvoir faire sauter le service militaire. C'était pour ça que j'étais allé et pour pouvoir trouver du boulot rapidement. Donc quand le service militaire a été aboli, j'ai pu redescendre sur Toulouse, faire d'autres choses. Et là, j'ai découvert d'une part le festival Alchimie du jeu, la 2e édition. Ah, t'es arrivé dès la 2e édition? Je suis arrivé à la 2e édition. Ouais, j'ai rencontré Alain de Blue Cocker à cette époque-là. C'était lui qui s'organisait une fête. Donc 2e édition, en quelle année? Et ben 2003. 2002. C'est 2001 la première édition, non? Je pense pas, je pense qu'il y a un an de décalage. Ah ouais, il y a entre la première et la 2e, il y a eu un an de là, on doit être à la 19e édition en 2020, je pense. Bon, on n'est pas à la 20e. Je pense qu'on n'est pas à la 20e édition. Du coup, t'as débarqué dès la 2e qui du coup était la vraie première édition, parce que la première c'était juste une école d'étudiants et Bruno qui gérait ça. Du coup, j'ai débarqué, j'ai découvert le monde du jeu de société à la 2e édition. Et un pote d'école qui m'a dit, bah tiens, rencontre Alain, il organise des week-ends jeux, viens un week-end jeu. Je suis allé au week-end jeu, j'ai joué tout le week-end. Quelques semaines plus tard, je suis allé à l'association Joker de Tournefeuille. Et tu étais mordu. Et ben voilà, après, je venais d'arriver sur Toulouse, j'avais plus que quelques potes, parce que la plupart de mes potes d'école étaient partis ailleurs. Donc oui, comme j'ai dit, moi j'aime bien jouer, j'ai joué à des tas de choses différentes depuis longtemps. Donc est-ce que je suis devenu joueur? Je ne sais pas. Je peux pas vraiment dire. Mais voilà, c'est sûr que ça a été aussi une découverte. Les premières années où je suis arrivé, ou les premiers mois où je suis arrivé à Joker, je pense que je suis un des premiers de l'assaut à être allé à Essen, mais pas parce que je voulais voir des jeux de société, parce que je jouais à HeroClix à l'époque. Et l'éditeur d'HeroClix était à Essen. Et moi j'y allais pour ça. Et ils m'ont dit ramène-nous des jeux. Et ils m'ont donné des tas de titres. J'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque. T'as passé un semi-remorque aussi. Ouais, non mais ramène Modern Art, ramène Rare, ramène des... Je savais pas du tout ce que c'était, je crois que je leur ai ramené. Modern Art chez Hang Games. Je sais pas, il y a tellement d'éditions. Non mais à partir du moment où tu fais un voyage jusqu'en Allemagne, tu fais 800 km pour aller jouer à HeroClix, je pense que tu peux te définir un petit peu en termes de joueur. Ouais. Et bref, cette année-là, je leur ai ramené Scotland Yard. Voilà, on avait partout. Ouais, je pense que ça leur a pas plu, mais bon. Très bon jeu au demeurant, mais je pense qu'ils connaissaient déjà. Vous aimez 2001 l'Odyssée de l'espace, vous n'aimerez Dumb et Dumber. Voilà, depuis, effectivement, j'ai fait partie de Joker, j'ai fait partie d'autres associations, j'en ai vu qui se sont montées sur Toulouse, j'en ai vu qui se sont démontées.
Voilà. On pourra faire un podcast là-dessus aussi. Les associations qui sont... Que Yannick a développé. Ouais. Les associations. C'est grave. Bref. C'est formidable. De la même manière qu'entre certaines substances illicites, on peut sauter d'une chose à l'autre. Est-ce que on a toujours eu le jeu de rôle et le jeu de société qui étaient des cousins, qui s'entendaient plutôt bien. Est-ce que il y a des ponts? Maintenant, il y en a de plus en plus entre le jeu vidéo et le jeu de société. Il y a de plus en plus d'adaptations de jeux de société qui étaient des jeux papier avant et inversement. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de faire venir vers le jeu de société un joueur de jeux vidéo, ou est-ce que c'est pas forcément évident? Moi, je considère que quand tu joues à des jeux vidéo, c'est que t'es joueur. Donc, c'est que t'as envie de ça, quoi. Après, pour moi, vraiment, le côté jeux vidéo, jeux de société, la question, c'est le support, c'est la manière de jouer. Mais pour moi, c'est la même... Je suis pas d'accord. Ah ouais? Bah, les joueurs de jeux vidéo, ils sont souvent solitaires aussi. Il y a un côté, les jeux vidéo, t'es solitaire. De moins en moins, de moins en moins. Mais à la base, quand même, il y a le côté... Enfin, moi aussi, je joue aux jeux vidéo, mais pour le coup, je vais plus jouer toute seule aux jeux vidéo. Et ce que je vais trouver dans le jeu de société, c'est le côté... je vais jouer avec des gens, et il y a une ambiance, et il y a autre chose au corps de la table, tu vois. Mais c'est pas la même expérience, mais Non. jouer à un jeu vidéo peut t'amener vers le jeu de société, et inversement. Et j'ai l'impression que le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent le jeu de société comme un loisir... non élitiste ou non geek ou je sais pas quoi, c'est grâce à tous les smartphones qui ont noyé tout le monde d'applications de jeux. Et donc maintenant que la ménagère joue régulièrement à Candy Crush, jouer c'est devenu normal. Ouais, c'est ma mère qui me disait ça, me dit moi j'aime pas trop les jeux. Je me dis tu fous de ma gueule, tu passes 2 heures par jour à jouer à Candy Crush, qu'est-ce que t'aimes pas les jeux? Et quand elle fait une pause, elle joue aussi deux coups. Ouais, non mais tu sais, elle joue vachement plus que moi toute la journée, mais à part ça, elle aime pas On les a jeux. tous les mêmes, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et ça a fait beaucoup de bien aux jeux de société, j'imagine. C'est plein de gens qui maintenant acceptent d'aller en boutique pour demander conseil. Bon, j'ai compris que j'aimais jouer, qu'est-ce que vous me conseillez? Ouais, c'est possible. Mais vraiment, j'ai jamais trop compris je pense que l'hermétisme entre les deux à dire c'est la guerre des jeux vidéo contre les jeux de société, j'ai jamais compris la pertinence du truc, quoi. Non, dès le début, moi j'avais émis l'hypothèse que, à force d'être saturé d'écran et d'expériences digitales, on en venait au papier et au carton et aux cartes et au plateau, justement pour retrouver des sensations humaines et un peu plus de chaleur par rapport aux médias, en fait. Retour à la nature. Surtout que quelque chose, l'exemple du jeu solo m'a amusé, Emeline, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on joue en multiplayer, on a tendance à faire quelque chose. En jeu vidéo, quand on ne fait pas autour d'une table, c'est s'insulter grassement. Parce que justement, on est en face les uns des autres et c'est peut-être pas forcément... Alors, Waimi n'est pas d'accord. Waimi n'est pas d'accord. On s'insulte. Ça fait le sel des jeux. C'est la base. Je vais dans le sens de l'autre connard, là. Ça fait évidemment. J'insulte 10 fois plus les gens en jeu de société qu'en jeu vidéo. Ouais. Un peu moins que dans la vie, mais... Ça fait partie du gameplay. C'était une belle conversation, je trouve. On va finir là-dessus. Donc, je vous invite à nous retrouver sur notre Twitter qui s'appelle @buenapartida, sur lequel vous aurez toutes les informations pour les prochaines émissions. Sur le Twitter, juste je précise, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des retours et des commentaires sur l'émission. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, parce qu'on aimerait bien pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à nous taguer, à mettre un petit hashtag sur Twitter pour discuter. Et aussi sur YouTube, on a un espace de commentaires. Donc voilà, comme ça, après la prochaine fois, peut-être qu'on pourra rebondir sur vos commentaires, et ce sera avec grand plaisir. S'améliorer. YouTube, Facebook, carte postale au passe-temps, je pense que Simon nous fera transférer. Tout est possible, tout est réalisable. Sinon, il est possible aussi de nous laisser des petits mots sur les caisses de bière que vous nous envoyez. Attendez, c'est possible aussi. Il faut venir à la sauce, tout simplement. On est tous les lundis et tous les mercredis à Toulouse, à la Villa des Rosiers. Vous venez jouer avec nous et après vous venez dans ce podcast. Parce que comme ça, ce que vous trouverez pas bien, vous pourrez le faire mieux vous-même. Il y a des posters de Simon à dédicacer. Nu au plafond. N'oubliez pas. En slip avec des cartes à l'intérieur. On vous souhaite du bon jeu et la santé. Et par les temps qui courent, c'est pas du luxe. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Salut.